Cette hebdo-édition du dimanche 6 juillet 2025. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Élection présidentielle au Cameroun au nom du président Paul Biya. Des consultations sont menées par le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République au Palais de l'Unité. Depuis le 1er juillet dernier, les élus et ministres des régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa, mais aussi de l'ouest, ont écouté le message envoyé par le président national du parti de la Flamme. Ces rencontres ont pour objectif de coordonner la stratégie du président du RDPC dans la perspective de l'élection présidentielle à venir. En face, dans l'opposition, on se mobilise également. Issa Tiroma Bakari du FSNC et Belou Bouba Maïgari de l'UNDP ont échangé ces jours avec des militants de l'opposition et le groupe de Douala. 4 janvier 2025, le gouvernement du 4 janvier 2019 a 6 ans. Disons-le, ce gouvernement est le tout premier à battre le record de longévité sous Paul Biya. Des membres du gouvernement sont décédés, 4 depuis 2021. Aucun n'a été remplacé, ce qui n'a pas souvent été dans les habitudes du président de la République, dont les gouvernements dépassaient rarement 2 ans. Et avant ces deux sujets, nous parlerons du Conseil constitutionnel et de son rôle en période d'élection. Titre 7 de la Constitution du Cameroun du Conseil constitutionnel. Article 48, le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats. Fin de citation. C'est une première fois, les membres du Conseil constitutionnel ont signifié le 21 janvier dernier l'incompétence de l'institution à contraindre. Elections Cameroun a publié la liste électorale nationale, estimant que la Cour d'appel était compétente pour connaître de la question. Saisi une seconde fois, le Conseil constitutionnel s'est déclaré ce 3 juillet 2025 incompétent pour statuer sur le silence du Conseil électoral des l'ECAM. Face à une requête déposée le 23 mai au sujet de l'article 121. Silence pour le Conseil constitutionnel, refus pour le requérant. On en parle dans un instant. Donc, pour parler de ces sujets, nous recevons Damien Makon. Il est militant du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonjour, Monsieur Makon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Madame Gange. Bonjour à mes co-panélistes. Bonjour à vos techniciens derrière la vitrine. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Merci de convier le Parti camerounais pour la réconciliation nationale que je représente ici à ce débat ce matin. D'accord. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui a retenu votre attention cette semaine ? Un sujet en particulier, non, je dirais que les activités au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous avons tenu, il y a cela 3 jours, une réunion d'évaluation des préparatifs à l'élection présidentielle d'octobre prochain et nous avons pu constater que les différents camarades qui président les commissions dédiées à cette élection sont à pied d'œuvre pour nous mener vers la victoire en octobre prochain. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons Maître Calvin Job. Il est avocat. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Gange, bonjour à mes co-panélistes et bonjour à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être là ce dimanche avec vous. Vous également, est-ce qu'une actualité a particulièrement retenu votre attention cette semaine ? Oui, il y a une actualité, le 4 juillet, c'était la fête nationale américaine. Vous êtes américain ? Non, je ne suis pas américain. D'accord. Simplement, j'ai constaté qu'il y a eu plein d'autorités qui ont été conviées à l'ambassade des États-Unis. Comme toujours. Par contre, il y a une réunion de chefs d'État africains qui a été conviée aux États-Unis, mais visiblement le Cameroun n'est pas représenté, il n'est pas inscrit parmi les pays invités dans cette convocation, on va dire ça, du président Donald Trump. C'est l'information qui m'a interpellé cette semaine. C'est le paradoxe qui vous a interpellé en fait. Exactement. D'accord. Bonjour Maître et merci d'être avec nous. Face à vous, Maître Simon Serge Kaka, qui est avocat également, il est militant de l'UPC. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, bonjour à tous les co-panélistes. Bonjour aux millions de téléspectateurs de Spectrum Télévision. Bonjour à tous les Camerounais. Et surtout, bonjour à tous les patriotes qui aspirent à la tenue d'une élection présidentielle libre, démocratique, transparente, inclusive et participative en 2025 au Cameroun. On n'ajoutait pas et apaisé ? Oui, bien dans tous les cas, vous savez, lorsqu'on parle déjà de démocratique, on suppose qu'il y a l'apaisement dedans. D'accord. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine, Maître ? Bon, je vais vous surprendre. Moi, c'est le discours du président Belou Bouba Maïgari qui m'a surpris. D'accord. Parce que j'ai noté un peu de conspiratisme dans son discours. Lorsqu'il vous dit qu'en fait, il se porte qu'il déclare sa candidature à l'élection présidentielle,
mais il semble ne pas démissionner de la majorité présidentielle. Bon, ça m'a un peu surpris parce que j'estime que lorsqu'on décide de sortir d'un bateau comme celui-là, il faut sortir une fois. Mais lui vous dit non, écoutez, je porte ma candidature à l'élection présidentielle, mais cela ne veut pas dire que j'ai démissionné ou alors j'ai résilié mon alliance avec le RDPC. Donc ça m'a paru un peu paradoxal. D'accord. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. Maître, à côté de vous, le docteur Patrick Rifoué est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour docteur, merci d'être là ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour aux panélistes et bonjour à ceux qui nous reçoivent chez eux ce dimanche. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Écoutez, je crois que les Camerounais ont vécu pratiquement au rythme des péripéties liées au départ du Premier ministre Bello Maïgari du gouvernement, ainsi que de celui de M. Issa Chiroma. D'accord. Donc, je l'ai dit, on parle du Conseil constitutionnel, c'est le titre 7 dans la Constitution du Cameroun. Article 48, le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Alors, Maître Simon Serge Kaka, qu'est-ce qu'on met dans veille à la régularité de tous ces scrutins? Je vais d'abord vous dire quelque chose de manière sincère. Lorsque vous parlez du Conseil constitutionnel, et vous vous limitez aux dispositions de la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, cela ne me semble pas suffisant. Parce qu'en réalité, il y a un autre texte de loi qui régit spécifiquement le Conseil constitutionnel. C'est la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. En réalité, c'est cette loi qui doit être prise en compte ici. Parce que le Conseil constitutionnel a été créé effectivement par la loi à laquelle vous faites allusion, donc la loi de 96, mais c'est celle de 2004 qui est appliquée, qui s'applique aujourd'hui en réalité. Bon, lorsque vous me dites qu'est-ce que je mets dans la régularité des élections, je vais vous dire une vérité qui est honnête. La loi de 2004 à laquelle je fais allusion ne peut pas permettre au Conseil constitutionnel de réguler le jeu électoral au Cameroun. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous prenez cette loi, vous êtes une brillante journaliste d'investigation, je vous invite à lire les dispositions des articles 19 à 64. Vous allez voir que, en réalité, cette loi a défini les matières qui relèvent de la compétence d'attribution du Conseil constitutionnel. Mais seulement, lorsque nous faisons l'exégèse de toutes ces dispositions, nous nous rendons compte que ces dispositions ne protègent pas suffisamment la démocratie, que ces dispositions ne protègent pas suffisamment les droits de l'homme, que ces dispositions ne protègent pas suffisamment l'état de droit. Parce que lorsque vous prenez par exemple une disposition comme l'article 31 de cette loi, cette disposition détermine de manière claire les personnalités qui ont le pouvoir de saisir. On va lire l'article 31, le Conseil est saisi par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés, un tiers des sénateurs et les présidents des exécutifs régionaux. Oui. C'est les personnalités là seules qui ont le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel. Donc, en fait, le Conseil constitutionnel ne peut pas être saisi par le commun des citoyens, c'est-à-dire par un citoyen ordinaire. Ce qui déjà constitue une entrave à la démocratie. Est-ce que c'est pareil dans le cadre des élections? Non, écoutez, je suis en train de vous dire ceci. Voilà ce qui se passe. Parce que lorsque vous prenez, je ai parlé tout à l'heure des compétences, enfin des matières qui relèvent la compétence d'attribution du Conseil constitutionnel. Oui. Lorsque vous lisez cette loi, il y a pratiquement 7 matières qui relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel. Oui. La première matière, c'est ce qu'ils appellent le contrôle de la conformité à la loi. Oui. Enfin, à la Constitution. La Constitution, oui. C'est la première matière. Ça veut dire, ici, on vérifie la constitutionnalité des lois, on vérifie la constitutionnalité des traités, on vérifie la constitutionnalité des accords internationaux.
Parfois même, on vérifie la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de l'Assemblée nationale. C'est la première matière. La deuxième matière, on vous dit, c'est le règlement des conflits d'attribution entre les institutions. Là également, vous voyez que un citoyen ordinaire ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel pour ça. Troisièmement, on vous dit, le Conseil constitutionnel est compétent pour contrôler la recevabilité des textes de loi. Quatrièmement, on vous dit le Conseil constitutionnel a compétence de manière consultative. Ça veut dire que vous pouvez saisir le Conseil constitutionnel pour demander, par exemple, l'interprétation de la Constitution sur un point de droit. Là également, ce n'est pas l'affaire des citoyens ordinaires, même pas des partis politiques. Cinquièmement, on vous dit le Conseil constitutionnel est compétent pour, en matière de déclaration de la vacance de la présidence de la République. Sixièmement, on vous dit le Conseil constitutionnel est compétent pour contrôler la régularité des élections et du référendum. Oui. C'est à ce niveau maintenant que les candidats, même pas les présidents des partis politiques, c'est les candidats. Parce que justement, c'est à ce niveau qu'il y a problème. Parce que si nous voyons cette disposition, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en réalité, le Conseil constitutionnel en matière électorale devient véritablement actif en période préélectorale et en période post-électorale. Préélectorale, c'est quoi? C'est quand l'électeur a déjà rejeté une candidature, que le candidat dont la candidature, permettez-moi la redondance, a été rejetée, peut saisir le Conseil constitutionnel. C'est le candidat dont la candidature a été rejetée qui peut saisir le Conseil constitutionnel. C'est la période préélectorale. Maintenant, en période post-électorale, le Conseil constitutionnel est compétent sur les contestations des élections. En gros, ce que vous dites, c'est qu'en ce moment, le Conseil constitutionnel... En ce moment où nous parlons là, nous ne sommes pas encore en période préélectorale. Le Conseil constitutionnel intervient, ne peut pas intervenir. Ça veut dire, en ce moment, selon le Conseil ne nous aide pas à améliorer notre gouvernance électorale. Donc toutes ces procédures, toutes ces saisines auxquelles vous avez fait allusion tout à l'heure, la saisine du Conseil constitutionnel par le MRC ne pouvait pas prospérer. La saisine du Conseil constitutionnel par M. Abdourahmane ne pouvait pas prospérer. Le Conseil constitutionnel n'est pas actif en ce moment. Il faut attendre que l'ECAM rejette les candidatures pour que le Conseil constitutionnel nous devienne utile en matière électorale. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand l'État, la loi qui régit le Conseil constitutionnel dans notre pays, ne peut pas nous aider à avancer sur le terrain de la démocratie. Mais vous pensez que ceux qui ont saisi le Conseil constitutionnel n'étaient pas au courant de cette disposition? Non, parfois il y en a qui le font par ignorance. Non, c'est pas pour les insulter. Hein. Vous savez, le problème que nous avons dans notre pays, je suis très sérieux, on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Mais malheureusement, l'expérience que nous avons, nous les praticiens du droit, qui gérons les procédures tous les jours, c'est qu'il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup de compatriotes qui sont ignorants en matière des lois. Beaucoup ne connaissent pas la loi. Parce que, objectivement, je prends un exemple. Lorsque le M. Abdourahmane saisit le Conseil constitutionnel, je ne connais pas le contour de sa procédure. Il a saisi le Conseil constitutionnel sur quelle matière? Ça concernait quelle matière? Parmi les matières que je vous ai, ça concernait quelle matière? Et c'était de manière consultative? Ou bien c'était à des fins consultatives? Je dis non. Si c'est à des fins consultatives, je passe sous le contrôle de mon confrère. Il n'a pas qualité. Parce qu'en réalité, c'est même en matière consultative... le Conseil constitutionnel n'a pas relevé qu'il n'avait pas qualité. Le Conseil constitutionnel a précisé qu'il était incompétent. Ça veut dire que certainement, il leur a soumis une matière qui ne relève pas la compétence du Conseil constitutionnel. Pour statuer sur le silence. D'ailleurs, maître, j'imagine que vous allez vouloir dire quelque chose après les propos de maître Kakak. Alors, au-delà de ces propos-là, il y a également que le Conseil constitutionnel parle du silence d'Elections Cameroun, alors que Abdourahmane dit que Elections Cameroun a refusé, il parle d'un refus de statuer. Quelle est la différence juridique entre ces deux thèmes dans le contexte actuel? Le silence et le refus, oui. Je pense que avant même d'arriver à cette question de différence juridique, il faudrait déjà voir la posture du Conseil constitutionnel pour comprendre cette différence-là. Parce qu'on a un Conseil constitutionnel, je rejoins les propos de mon confrère sur certains aspects, je veux juste nuancer deux, trois points. On a un Conseil constitutionnel qui a une habitude de se limiter à une appréciation formaliste de sa compétence.
C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans le détail même des questions qui lui sont posées. On va dire le fond du dossier. Exactement. Et en cela, les dernières décisions qui ont été rendues depuis 2018, notamment, on voit qu'il y a une constance sur cet aspect. Et ce qui nous fait dire que finalement, qu'on saisisse le Conseil constitutionnel, qu'on ne saisisse pas, on en est à la même posture. On en est à la même situation parce qu'on a une institution qui ne reconnaît même pas ses propres compétences, qui ne sait pas jusqu'où elle peut aller. Sauf que Maître Kakak dit que justement la loi ne lui donne pas ses pouvoirs-là. Donc ce n'est pas son ressort. La Constitution en elle-même, effectivement, oui. La loi de 2004 qu'il a relevée donne des compétences, mais vraiment à la marge, mais qui ne concernent pas ce dont nous débattons aujourd'hui, à savoir est-ce que le Conseil constitutionnel est compétent pour quand il est saisi d'une personne qui n'est pas listée parmi les membres, parmi les personnes qui ont qualité pour le saisir. Là, c'est ça, pour moi, c'est à ce niveau-là la réflexion doit se poser, à savoir est-ce que nous avons une institution qui peut suffisamment remplir son rôle. Et moi, je dirais non, elle ne peut pas. Déjà, la forme de la désignation des membres de ce Conseil constitutionnel pose problème en termes de démocratie. Vous ne commencez pas par la loi en elle-même pose déjà problème, vous commencez par la constitution du Conseil constitutionnel. Exact. Ça pose déjà un véritable problème de gouvernance et de Ce que vous dites, c'est qu'avec la loi telle qu'elle est formulée et d'autres personnes, on aurait pu agir autrement. On aurait pu agir autrement. On aurait pu agir autrement parce qu'on a une institution qui est totalement inféodée. Les membres sont nommés par l'arbitre du jeu. Donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une décision qui sorte de là, qui respecte le droit. Et d'ailleurs, c'est ce que mon confrère dit, on ne peut même pas s'attendre à ce que cette institution réponde aux questions qui sont posées parce qu'elle n'a pas la compétence, elle-même, elle ne sait pas jusqu'où elle doit aller. C'est mon point, que si je peux avoir une position là-dessus, c'est le point que je voulais vous soumettre aujourd'hui. Docteur Patrick Foye, pourquoi cette décision du Conseil constitutionnel fait-elle autant polémique? Il n'y a aucune polémique à mon avis. C'était une décision attendue. En matière électorale, relativement à l'élection présidentielle, dans le texte que Maître Kakak a cité, il y a 3 articles qu'il faut relire. L'article 43, l'article 44 et l'article 45. Et ces articles précisent les matières dans lesquelles le Conseil est compétent en matière de contentieux relativement à l'élection présidentielle. Vous voulez que je les lise? Le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité à la présidence de la République. Toute personne dont la candidature n'a pas été retenue est habilitée à contester la décision de rejet devant le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur. Tout candidat, tout parti politique intéressé à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour la dite élection peut saisir le Conseil constitutionnel pour des contestations ou réclamations relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adopté par un candidat. Tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour l'élection peut saisir le Conseil constitutionnel en annulation totale ou partielle des opérations électorales dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur. Autrement dit, relativement à l'élection présidentielle, vous n'avez pas à saisir le Conseil avant que le corps électoral n'ait été convoqué. Ce qu'on a vu dans le cadre des 2 procédures, ils ont saisi le Conseil en dehors du cadre de la convocation du corps électoral. Et comme l'a précisé Maître Kakak, il faut que le corps électoral soit convoqué. Or, le dépôt des candidatures, c'est 10 jours à compter de la convocation. Donc, c'est au-delà de ces 10 premiers jours qu'on peut commencer à envisager de saisir le Conseil dans l'hypothèse où une candidature, premièrement, est rejetée. En dernier ressort, dans le cadre de la contestation des résultats, et puis pour ce qui est des réclamations liées à des éléments communicationnels qui se rapportent à un candidat. Donc la question qu'il faut se poser est celle de savoir si les recours qui ont été déposés devant le Conseil relevaient de ces matières-là. Mais si ces recours ne relèvent pas de ces matières-là, qui sont des matières précises, il va de soi que le Conseil va se déclarer incompétent. La question de la qualité ne se pose même pas à partir du moment où le Conseil n'est pas compétent. Il n'a pas à rappeler à l'individu qui a introduit le recours qu'il n'a pas qualité. Parce que ça, c'est un motif de rejet. Donc, moi, je ne vois pas en quoi cette décision, qui est une décision
somme toute, normale, devrait faire polémique. Elle fait polémique chez ceux qui, malheureusement, ignorent de bonne ou de mauvaise foi la loi et ne prennent pas souvent le temps de lire les textes. Donc, nous, on considère qu'il n'y a rien à... Il n'y a vraiment pas matière à pérorer plus que de raison sur ces sujets-là. Damien Macron, qu'est-ce que vous pensez de cette décision du Conseil constitutionnel? Vous savez, l'interprétation d'une loi, des lois est un sujet de droit assez important. Dans la culture française de l'interprétation des lois, il y a 4 modalités. On peut interpréter la loi du point de vue grammatico-linguistique, du point de vue systématique, du point de vue historique, mais aussi du point de vue téléologique. Et ceux qui ont porté le sujet au Conseil constitutionnel ont utilisé la dernière modalité qui est l'interprétation de la loi du point de vue téléologique, c'est-à-dire que lorsque vous interprétez la loi, vous l'interprétez sur la base des objectifs, de la finalité de la loi. Lorsque dans son article 3, alinéa 2, la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004 que le maître Kaka cité dit que le Conseil constitutionnel juge de la régularité des scrutins présidentiels, législatifs et référendaires, on constate que, du moins, les juristes qui ont porté le sujet au Conseil constitutionnel posent une question fondamentale. Est-ce qu'on peut juger de la régularité d'une élection alors que les éléments préélectoraux ne sont pas réguliers? C'est une question fondamentale qu'ils ont posée. Est-ce que le Conseil constitutionnel peut juger de la régularité d'une élection dont les éléments préalables ne sont pas réguliers? Il fonce donc dans cette brèche en disant, si le Conseil constitutionnel est compétent pour juger de la régularité d'une élection, il faudrait qu'il puisse juger de la régularité des éléments constitutifs de cette élection, dont les éléments préélectoraux. Sauf que lorsque je comprends leur démarche jusqu'à ce niveau, je ne peux pas comprendre leur démarche jusqu'à la fin. Parce que il faut combiner à la loi de 2004 celle de 2012 portant code électoral du Cameroun. Et lorsque vous la prenez, en son article 26, elle dit exactement qui s'occupe du contentieux relatif à la liste électorale. Donc, ceux qui ont saisi le Conseil constitutionnel savaient exactement à qui s'adresser en matière de contentieux préélectoral intéressant la liste électorale nationale. Vous parlez du Conseil électoral d'élections Cameroun? Non, je parle de la direction générale de l'ECAM. Je dis article 26. C'est la direction générale de l'ECAM qui procède à la constitution des listes et à la publication de la liste. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il me semble que ce qui les a amenés au Conseil constitutionnel, c'est la non-publication de la liste électorale nationale. Alors, ils ont lu... Ça, c'était en janvier. Oui, ils ont lu l'article 80, mais ils ont refusé de lire l'article 72, alinéa 2, qui définit ce qu'on entend par liste électorale. Cet article dit que la liste électorale, c'est l'ensemble des personnes inscrites dans une commune, notée commune, dans une commune et ayant résidé pendant 6 mois au moins. Lorsque vous quittez de là, la question fondamentale qu'on doit se poser, est-ce que la liste électorale nationale est la refonte des différentes listes communales pour n'en faire qu'une seule, qu'on publie dans des modalités qu'ils peuvent choisir par ordre alphabétique, ou alors la liste électorale nationale est l'agrégation de plusieurs listes communales mises côte à côte dans une modalité de publication choisie. Moi, je crois que c'est la deuxième option. La liste électorale, parce que la loi ne peut pas dire que la liste électorale est faite de manière sur le plan communal et dire en même temps que lorsqu'on a fini, on doit l'agréger pour n'en faire qu'une seule liste. Je crois que la liste électorale nationale est une agrégation de plusieurs listes communales que l'on publie selon la modalité choisie, à laquelle a accès le citoyen lorsqu'il a besoin de se rassurer qu'il est inscrit ou pas. Donc, de ce point de vue, je crois que la décision du Conseil constitutionnel, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel, en se déclarant incompétent, a dit aux requérants à qui s'adresser. La Cour suprême. À la Cour d'appel. À qui s'adresser pour pouvoir avoir une réponse à leurs questions. Donc, de mon point de vue, la Cour constitutionnelle, je rejoins Maître Kak, sur ce point, les matières qui relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle sont
nommément listée dans la loi de 2004. Et donc, lorsque vous la saisissez en sortant de ce champ-là, il est fort probable qu'il rejette votre requête. Maître Kak, en gros, Abdourahmane Abbas souhaitait savoir si les formations politiques doivent disposer d'au moins un élu ou rassembler 300 signatures pour pouvoir représenter un candidat à l'élection présidentielle. Quand on sait qu'en ce moment, cette disposition divise profondément et les experts et les universitaires, tout en alimentant les tensions politiques, qui a qualité pour trancher sur cette question, vu que Abdourahmane dit avoir saisi préalablement le Conseil électoral de l'Élections Cameroun, qui selon lui a refusé de statuer? Non, je continue d'abord à vous dire quelque chose. Qui a qualité pour répondre à cette question avant aujourd'hui? De répondre spécifiquement à votre question, permettez-moi de rebondir sur ce que vient de dire mon co-panéliste Damien Macon. Vous savez, lorsqu'il y a une loi, dans notre contexte, dans notre droit positif, elle s'interprète de deux façons. C'est les deux façons qui sont retenues. Il y a l'interprétation littérale, oui, et il y a l'interprétation téléologique. Littéral veut dire la loi telle qu'elle est libellée. C'est-à-dire que ce qui est dit dans la loi, de manière littérale, qu'est-ce que la loi dit? Telle disposition dit quoi? C'est ça qu'on applique. Maintenant, il y a la deuxième interprétation, qui est l'interprétation téléologique. Ça veut dire quoi? On interroge l'esprit de la loi, dont les objectifs recherchés par la loi. D'accord. Mais dans le cas d'espèce, c'est une loi qui doit s'appliquer de manière littérale. Première chose. Parce que, comme je vous l'ai dit, lorsque vous lisez la loi de 2004, cette loi commence à devenir intéressante pour nous, les hommes politiques, à partir de son chapitre 6, du titre 3. Parce que cette loi est divisée en 4 titres. Le titre 1, c'est les dispositions générales. Le titre 2, c'est l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Le titre 3, c'est, j'allais dire, les attributions du Conseil constitutionnel. Et le titre 4, c'est les dispositions finales. Vous comprenez? Et lorsque vous prenez dans l'article 3, le titre 3 a 7 chapitres. C'est le 6e chapitre qui intéresse l'homme politique camerounais. C'est parce que c'est là qu'il parle donc maintenant du contentieux de l'élection présidentielle et du contentieux référendaire. Vous comprenez? Et je vous ai dit que cette loi, le Conseil constitutionnel ne peut intervenir qu'en période préélectorale. Ça veut dire quoi? Après la convocation du corps électoral et le dépôt de candidature, et pour ne pas dire la décision de l'ELECAM sur les candidatures. C'est lorsque l'ELECAM a rejeté une candidature que le candidat peut saisir le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel devient actif après l'élection, au moment des contestations de l'élection ou bien des résultats. Maintenant, pour revenir à votre question, oui, en réalité, il faut faire très attention. Tout à l'heure, j'ai parlé par exemple de l'ignorance, ce n'est pas une insulte, mais j'ai le sentiment parce qu'on a une prolifération des textes que beaucoup de gens ne prennent pas le temps de lire en profondeur. Vous comprenez? Lorsque, logiquement, le corps électoral n'est pas encore convoqué, aucun justiciable, aucun citoyen ne peut saisir le Conseil constitutionnel, quelle que soit la matière. Parce que même si... Ça, vous l'avez dit. Mais la question que je pose, c'est qui a qualité pour trancher finalement sur le débat de ce moment, le débat qu'on a en ce moment? Vous savez, il y a un problème de fond. Est-ce que les formations politiques doivent disposer d'au moins un élu ou rassembler les 300 signatures pour pouvoir présenter un candidat à l'élection? Je serais tenté de vous dire que, pour moi, cette question relève du chapitre 4, c'est-à-dire les compétences consultatives du Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'on devait saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il nous donne son interprétation de cette disposition. Mais seulement, même à ce niveau... Mais c'est ce qui a été fait par Abdourahmane. Mais sauf que, même à ce niveau, je passe sur le contraire de mon confrère, même à ce niveau, le citoyen ordinaire ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel. Ce n'est que le président de la République, ce n'est que le président de l'Assemblée nationale, ce n'est que le président du Sénat, ce n'est que les présidents des conseils régionaux, ce n'est que le tiers des députés ou le tiers des sénateurs. Est-ce que ce que vous dites, c'est que la loi a été rédigée de façon à ce qu'elle puisse étouffer les contestations, même légitimes? Je vous ai dit à l'oreille de mon propos, je le réitère, que pour moi, cette loi ne peut pas nous aider à avancer sur le terrain de la démocratie. C'est une loi antidémocratique, ça je le dis.
C'est ce que je vous ai dit à l'oreille de mon propos. Parce que lorsque vous votez une loi à l'Assemblée nationale, vous la faites promulguer par le président de la République. Et vous empêchez aux citoyens, j'allais dire, de faire usage de cette loi, ça devient antidémocratique. Donc en gros, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, le Conseil constitutionnel est l'organe qui peut trancher sur cette question. Qui peut trancher cette question. Que la loi, mais malheureusement, la loi telle qu'elle est libellée, telle qu'elle est rédigée, ne permet pas aux citoyens de saisir le Conseil constitutionnel. Et maintenant, je veux dire quelque chose pour chuter par rapport à cette question. Tout à l'heure, mon estimé confrère, mon jeune confrère, qui est d'une brillance légendaire, ça je le dis ici, il vous a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure, pour voir la défaillance même, j'allais dire, de cette loi. Prenez la composition du Conseil constitutionnel. On vous dit que le Conseil constitutionnel est constitué de 11 membres. 11 membres nommés par décret présidentiel, mais désignés de la manière suivante. 3 par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale, après avis du bureau de l'Assemblée nationale, 3 par le Sénat, après avis du bureau, et 2 par le Conseil supérieur de la magistrature. 11. Ça fait 11. 3 par le chef de l'État, 3 par le président de l'Assemblée nationale, après avis de son bureau, 3 par le président du Sénat, après avis de son bureau, et 2 par le Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez que, lorsque vous voyez dans 11 membres, vous voyez que c'est des membres qui sont a priori favorables au pouvoir. Donc c'est pour dire ceci, pour chuter, parce que logiquement, si on était dans la posture de favoriser l'éclosion démocratique à travers cette loi, on aurait aussi donné la possibilité à l'opposition de choisir ses représentants dans ce conseil. Mais ce conseil est uniquement constitué de membres choisis, enfin désignés, parce qu'il faut faire un distinguo aussi entre la nomination par décret présidentiel et la désignation. C'est dit dans la même loi. Logiquement, on devait donner la possibilité à l'opposition de désigner ses propres représentants dans ce Conseil constitutionnel, si on était dans une posture véritablement démocratique. Maître Diop, sur la même question, qui a compétence finalement pour statuer sur la question posée par Abdourahmane, savoir si les formations politiques peuvent disposer d'au moins un élu ou rassembler 300 signatures pour présenter un candidat? Enfin, pour moi, tel que les textes sont rédigés, c'est le Conseil constitutionnel est le seul organe en mesure de le faire. Mais comme ça a été expliqué, bon, les conditions n'étant pas réunies, qui statue, ça, enfin, on est en quelque sorte face à un déni de justice ou quoi que ce soit. Parce que finalement, le véritable problème, c'est des textes qu'on prend à l'étranger et qui n'ont pas encore été bien digérés et qu'on essaie d'implémenter ici et qui ne sont pas rédigés de la manière la plus claire possible. Quand on parle même de cette question de régularité, de contrôle de régularité du scrutin, effectivement, on devrait inclure, s'il n'y avait pas eu les exclusions, on devrait inclure ce processus, la conformité du processus électoral, qui peut peut-être intégrer les aspects liste, contrôle de liste, candidats et consorts, mais sauf que notre loi fondamentale ne va pas jusque-là. Donc on est face à un vide total, et qu'il faudrait que les constitutionnalistes spécialistes de ce pays devraient s'atteler à régler. D'accord, merci monsieur. Alors, élection présidentielle au Cameroun, au nom du président Paul Biya, des consultations sont menées par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République au Palais de l'Unité. Docteur Patrick Ruffoé, le SGPR, on le sait, a une fonction administrative. En tant que ministre d'État SGPR, est-ce son rôle de mener ces consultations, qui plus est de l'unité? Le SGPR agit qualité. Et si vous avez pris le temps de bien lire le décret qui porte organisation et fonctionnement du secrétariat général de la présidence de la République, ce décret précise bien qu'il instruit et suit tous les dossiers qui lui sont dévolus par le président de la République. Donc, il ne s'agit pas d'une initiative personnelle, mais il s'agit simplement de la mise en œuvre d'une instruction qu'il a reçue de son patron. Et il ne viendrait à l'idée à personne de définir de manière précise les matières dans lesquelles le président de la République pourrait saisir son collaborateur, parce que c'est son collaborateur. En l'occurrence, il l'a désigné pour mener ses consultations, comme il l'avait précédemment désigné pour aller à l'extrême nord, écouter les populations lorsqu'il y a eu des contestations relatives au parc
Mabed, il l'avait également désigné pour venir écouter les forces vives de la nation ici à Douala. Donc déjà, ce n'est pas inédit que le président lui confie des missions qui sont plutôt des missions politiques, alors que son rôle, a priori, est un rôle administratif. Mais on a bien vu qu'il est souvent arrivé que le président lui confie des missions qui sont des missions politiques. Nous sommes à la veille d'une élection. Le corps électoral va probablement être convoqué au plus tard le 18 juin. Il va de soi que le président souhaite entendre un certain nombre de forces vives avant de convoquer le corps électoral. Maintenant, c'est à lui de choisir lequel de ses collaborateurs va mener ses consultations. Il a jeté son dévolu sur le secrétaire général de la présidence de la République. Maintenant, je comprends un peu la clameur que cela suscite, parce que certains en ont fait le grand visi, donc celui qui tirerait les ficelles dans l'ombre, celui qui serait même, qui gouvernerait par procuration. On entend toutes sortes de choses. Non, le président préside, le secrétaire général, ce n'est qu'un assistant. C'est-à-dire, si vous êtes responsable, maître doit probablement avoir un ou une assistante dans son cabinet. C'est lui qui définit les matières dans lesquelles son assistant est compétent. Il peut élargir ou réduire son champ de compétences en fonction des situations. Il ne nous appartient pas de commenter la manière dont un responsable travaille avec son ou ses collaborateurs. Donc moi, je crois que les procès qui sont faits au secrétaire général de la présidence de la République, ce sont des procès en sorcellerie. Il exécute les instructions qui lui ont été transmises par son patron, que les autres se préparent également. Je vois d'ailleurs que l'opposition, au sein de l'opposition, on essaie de se parler. Bon, nous, ça ne nous gêne pas. Hein. On n'en vient pas à dire c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose qu'on n'ait pas vu X et Y responsables de l'opposition qui se parlent. Non, ça ne nous gêne pas. Maintenant, nous également, on a le droit de se parler et je ne vois pas pourquoi est-ce que... Au Palais de l'Unité. Pourquoi il faudrait que ça se fasse où ? Au comité central. À la maison du parti, par exemple. Écoutez, ce sont des membres du gouvernement, ce sont des parlementaires, ce sont quand même des élus de la nation. Donc sauf qu'ils répondent à cette invitation en tant que militants du RDPC. Bon, écoutez, militants du RDPC, ça je ne sais pas. Ce que j'ai vu, ce que j'ai lu dans le document qui circule, c'est que ce sont les parlementaires, ce sont les membres du gouvernement qui sont invités. Maintenant, ils sont accessoirement, effectivement, militants. Alors, je vais vous lire ils sont accessoirement militants du... Je vais vous lire ils sont accessoirement militants du RDPC. Je vais vous lire un petit bout de Cameroun Tribune. 17h25, hier après-midi au Palais de l'Unité, une dizaine de véhicules font leur entrée dans la cour du secrétariat général de la présidence de la République. Des personnalités qui, en descendant, peuvent reconnaître des parlementaires, sénateurs et députés de la région du Nord, tous issus des rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, ce sont d'abord des militants, ce sont les militants du RDPC qu'on a convoqués au Palais de l'Unité. Madame Leila. Pour préparer l'élection du président national du RDPC. Madame Leila, cette situation s'explique pour une raison très simple, c'est que nos alliés d'hier ont fait défection. Mais vous imaginez bien que si le FSNC et l'UNDP étaient encore dans la coalition, leurs élus, leurs ministres auraient également été conviés. Mais dans la situation actuelle... Le MDR Le MDR, vous n'aviez pas que le FSNC et l'UNDP comme alliés. Oui, je ne sais pas si le MDR y était ou n'y était pas. Je ne sais pas. Écoutez, les comptes rendus même dans Cameroun Tribune parfois ne sont pas exacts. On se souvient de la polémique liée à la présence du président du Conseil constitutionnel. Je rappelle que Marie-Claire Nana est la directrice de publication de Cameroun Tribune. Cela ne change rien à ce que je dis. Leurs comptes rendus ne sont pas souvent fidèles. Et on a une situation qui a fait polémique ici récemment sur la présence du président du Conseil constitutionnel à la réunion de, je crois, la DEMSO. Et tout est parti du compte rendu qui avait été fait par Cameroun Tribune, qui n'avait pas précisé que le président du Conseil constitutionnel avait quitté la réunion après le début des activités. Donc, il ne faut pas se fier à ces éléments-là. Je précise simplement que on est dans une situation où on a des alliés qui sont partis. Donc, il va de soi que s'il y a... Donc, en fait, ce n'est pas un hasard de calendrier.
Bon, ça fait suite à ces défections, mais il y a un calendrier, c'est-à-dire que nous sommes en période préélectorale. J'ai indiqué tout à l'heure que le corps électoral va être convoqué dans quelques jours. Donc ça va de soi qu'avant ce moment-là, il faut qu'on se parle. L'opposition également, elle est en train de se parler. Pourquoi est-ce que vous voulez faire le procès au RDPC? Vous votez en touche la question que je pose, au Palais de l'Unité. Oui, mais madame... Est-ce le palais du RDPC? Est-ce le palais du RDPC? J'ai entendu dans le compte rendu parler de parlementaires. Ce sont les députés sont les députés de la nation. Non, les ministres sont les ministres. Les ministres sont également dit tous issus du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les ministres sont les ministres de la République. Attendons de voir quand les représentants de l'Ouest ou du littoral vont arriver. Attendons de voir si le ministre Momo n'y est pas. Parce que les consultations se poursuivent. Voilà, les consultations vont se poursuivre. Attendons de voir. Moi, je m'attends à voir le ministre Momo au palais de l'Unité. Damien Macon, statut général de la fonction publique. Statut général de la fonction publique, c'est un décret du président de la République signé le 7 octobre 1994 dans le paragraphe 4 des obligations de réserve et de discrétion professionnelle. Voici ce que dit l'article 40 alinéa 1. Tout fonctionnaire est tenu à l'obligation de réserve dans l'exercice de ses fonctions. Alinéa 2. L'obligation de réserve consiste pour le fonctionnaire à s'abstenir d'exprimer publiquement ses opinions politiques, philosophiques, religieuses, syndicales ou de servir en fonction de celles-ci. Est-ce que ça s'applique également aux ministres d'État et GPR? Non, ils ne sont pas fonctionnaires. Donc je crois que ça ne s'applique pas à eux. Les ministres, ce sont des fonctions politiques. Les parlementaires qui étaient là présents ne sont pas fonctionnaires. Non, je parle du ministre RGPR. Est-ce qu'il est un fonctionnaire? Non, il n'a pas, à se soumettre à cette obligation-là. La rencontre qu'a tenue le SGPR avec certains dirigeants du RDPC ne nous intéresse pas au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, dont vous souffrirez que je ne fasse aucun commentaire là-dessus. Maître Calvin Job. Oui, moi je peux intervenir là-dessus. En fait, je pense que il n'y a pas à pâlir en fait d'avoir eu à convoquer ces personnes au palais de l'Unité, parce que nous sommes, et c'est une constance dans nos contrées, c'est qu'on fait face à des partis États et les CAM rempli de membres des RDPC, le préfectoral rempli de membres des RDPC, conseil économique et social rempli de membres des RDPC, le conseil constitutionnel rempli de membres des RDPC, ça ne devrait pas choquer. Ça ne devrait plus choquer, parce que nous avons l'habitude de cela. Même cette question de réserve des fonctionnaires, oui, on voit même des préfets qui abordent la tenue RDPC dans les manifestations. On voit même des magistrats qui le font. On voit plein de personnes, des chefs de village qui le font. Donc pour moi, ça ne devrait pas interpeller. Moi, ce qui m'interpelle dans ce point, c'est de voir qu'effectivement, on constate qu'il y a le feu à la maison. Parce que ces pratiques-là, elles se faisaient avant. Elles n'étaient pas diffusées. Ça passait pas à la télé, on mettait pas ça dans les journaux. Ça se faisait. Simplement, aujourd'hui, on a un parti État qui se rend compte que la situation est compliquée. Il va falloir montrer qu'on tient toujours les rênes, même si dans les faits, on sent qu'il y a quand même il y a un problème, il y a l'huile qui ne prend pas dans la machine. Il faut montrer que nous sommes présents. C'est plutôt dans cet aspect communication que, c'est ce qui m'interpelle sur cette convocation. Sur la question de la compétence, la qualité ou non du SGPR, il faut comprendre qu'on a un fonctionnement institutionnel au niveau de l'État qui fait que on a le secrétaire général de la présidence qui s'occupe de l'aspect politico-administratif, et on a le directeur de cabinet civil qui s'occupe, qui s'occupe de la cuisine du président de la République. Donc, pour moi, le secrétaire général de la présidence est dans son rôle, surtout qu'on a un président qui n'est plus en capacité, qui n'a plus les aptitudes nécessaires pour gérer ce truc-là. Quand bien même, on peut se poser la question de savoir si jamais il a eu à diriger une telle réunion. Je pense qu'il a toujours eu à déléguer. Donc pour moi, c'est un non-événement, cette convocation. Comment vous réagissez à ces consultations au Palais de l'Unité, maître? J'avoue que je suis très surpris. Par quoi? Que les consultations ou la démarche entreprise par le
le ministre d'État et GPR retient notre attention. Parce qu'en réalité, moi personnellement, je suis un opposant. Je ne m'intéresse pas à ce que le parti au pouvoir fait. Parce que ce qui doit nous intéresser, c'est les stratégies, c'est les démarches que nous, les opposants, nous entreprenons pour impulser une véritable dynamique politique alternative en octobre 2025, pour qu'on essaye d'inverser la tendance. Est-ce que le fait qu'il soit reçu au palais de l'Unité, est-ce que le fait que ça ne vous choque pas, enfin, ça ne vous choque pas, pourquoi? Est-ce parce que on a fini par... je vais dire quoi, normaliser l'écart? Pourquoi est-ce que ça ne vous choque pas? Non, pour moi, il n'y a pas d'écart. Non, je suis très honnête là-dessus. Pour vous, il n'y a pas d'écart? Vous savez, que qu'on le veuille, oui. Qu'on le veuille, parce que M. Rouffaut va me tirer dessus, depuis 2 semaines, nous assistons incontestablement à une autoflagellation de la majorité présidentielle. Ça, c'est évident. Il y a 3 candidatures depuis 2 semaines qui sont sorties de la majorité présidentielle. Cela veut dire qu'il y a problème. 3 candidatures? Il y a 3 candidatures. Il y a M. Chiroma Bakari qui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Il y a Il y a même un militant du DPC qui est conseiller municipal qui a annoncé sa candidature. Oui, c'est la vérité. Bon, ça c'est une candidature. Non, écoutez, c'est un militant. Non, c'est un élu du peuple. Monsieur Rouffaut, vous n'êtes pas un élu du peuple. C'est un élu du peuple. C'est une candidature fantaisiste. Non, il ne peut pas être. Est-ce qu'il n'est pas militant du DPC? C'est le comité central qui donne l'investiture. Lui va avoir son investiture. Dans tous les cas, il y a autoflagellation de la majorité présidentielle. De mon point de vue, il est de bon ton que le parti État essaie de multiplier des stratagèmes pour, réajuster les pions. Et c'est sur ce plan que je suis convaincu que le président de la République a certainement donné des hautes instructions à son ministre d'État, secrétaire général, de procéder à un certain nombre de consultations. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Lorsque M. Chiroma Bakari, Issa Chiroma Bakari, démissionne et il annonce sa candidature, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ça pose un problème très sérieux. Parce que l'alliance politique qui liait M. Chiroma Bakari au président Biya était différente de la plateforme politique que la plateforme d'action gouvernementale Bello Maïgari avait avec le président de la République. Parce que M. Chiroma Bakari avait une alliance politique entre 2 acteurs politiques. C'est lui-même qui a signé l'alliance avec le président Biya. Lui-même, ce n'est pas le parti. Ce n'est pas son parti. On ne sait pas s'ils ont signé un document. Non, ils ont signé un document. Écoutez, c'était un soutien. Ils ont signé un document. Il y a toujours des accords. On matérialise quand même quelque chose. Non, mais écoutez, s'il vous plaît, lorsque vous parlez, je vous coupe une seconde. Je conteste le fait qu'il y ait une alliance, formelle entre le président Biya et Issa Chiroma Bakari. Que cette alliance soit écrite ou non écrite, toujours est-il que c'était une alliance entre 2 personnes. Vous comprenez? Aujourd'hui, que l'une des personnes, on appelle ça chez nous, je parle sous le contrôle de mon estimé confrère, on appelle ça chez nous un contrat synallagmatique, un contrat qui implique une réciprocité de droits et d'obligations. Il y avait une réciprocité de droits et d'obligations entre M. Issa Chiroma Bakari et le président Paul Biya. Aujourd'hui, donc, Chiroma Bakari décide de résilier son engagement contractuel ou bien sa relation contractuelle. Parce que, dit-il, il n'a plus accès à son allié politique. Tout à fait. Il est de bon ton que son co-contractant trouve des stratagèmes pour essayer de s'assurer qu'il maîtrise encore la situation dans cette région. C'est pour ça que, justement, il a certainement donné de hautes instructions à son ministre d'État de discuter, d'échanger avec les forces vives de cette région pour voir s'il maîtrise encore la situation. Si ce n'est pas le cas, qu'il trouve, des stratégies nécessaires pour repositionner les pions. C'est de ça qu'il s'agit. De notre point de vue, ce n'est pas intéressant, ça ne nous intéresse pas. D'accord. Ça ne doit pas nous intéresser. Si tu permets, j'ai dit que le point ne m'intéresse pas, mais les interventions des deux avocats sur le plateau m'intriguent. Parce que j'ai la faiblesse de croire qu'ils sont en train de se laisser prendre par le piège du RDPC. La lecture que nous avons de cette situation est qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a aucun problème au sein du RDPC, ni au sein de la majorité présidentielle. Justement, la théâtralisation de ces rencontres au SGPR nous laisse croire qu'on veut nous faire croire qu'il y a péril en la demeure alors qu'il n'y a rien. C'est pour cela que je vous dis, de notre point de vue, ce n'est pas intéressant. Parce que ce que Chiroma et Bello font, nous considérons nous autres
que c'est une instruction claire de M. Biapone. C'est ce qu'ils font là. Pour nous, ce n'est pas une défection, ce n'est pas une démission. Et vous verrez, lorsque la candidature du RDPC sera mise sur le plateau, ces deux individus reviendront vous dire que, bon, après réflexion, après renégociation, nous revenons à la maison et nous avançons. Vous en êtes certain, Damien Macron, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est la première fois que le SGPR reçoit des gens pour consultation à la présidence de la République? Vous pensez? Ce n'est pas la première fois. Pourquoi cette fois-ci? C'est en Mondo Vision qu'ils le font. Ils le font justement parce que ça cache quelque chose derrière. Donc de notre point de vue, je ne voulais pas m'étaler sur le sujet davantage. Je dis simplement que ça ne nous intéresse pas parce que nous savons qu'on théâtralise une situation parce qu'on a justement constaté qu'au nord, il y avait le feu avec une pénétration importante du MRC, du SDF, du PCRN et d'autres partis qui sont en train d'essayer de grappiller des voix au nord. Et donc on envoie ces deux ministres-là qui se souviennent subitement à 4 mois d'élection présidentielle que le Cameroun ne va pas bien, ils peuvent être candidats à l'élection présidentielle et ça ne nous intéresse pas. Peut-être oui. Vous terminez pour qu'on pose la question justement à Patrick Riffaut. Vous savez, nous sommes des acteurs politiques. Vous savez, nous autres qui avons eu le privilège, parce que nous autres nous apprenons tous les jours les méthodes des sciences politiques. On nous dit toujours que en sciences politiques, la première exigence, c'est la maîtrise du terrain politique. Vous comprenez? Et cette maîtrise du terrain politique nous amène aujourd'hui à penser que nous essayons de voir ce qui se passe. Et ce qui se passe montre que dans le camp d'en face, il y a un problème. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit tout à l'heure que ça ne doit pas nous intéresser parce que ça ne nous profite pas. Mais par contre, là où je peux rejoindre Damien Macron, c'est que nous, à l'opposition aujourd'hui, nous devons réfléchir sur le meilleur stratagème possible pour capitaliser, j'allais dire, cette autoflagellation du camp d'en face. Mais il y a un problème là-bas. Ne nous leurrons pas, il y a un problème là-bas. Il y a un problème et je sais, pour moi... S'il y a un problème, ce n'est pas celui qu'ils essayent de nous présenter. Il y a un problème. Maintenant, comment le camp d'en face essaie de travailler pour essayer de colmater les brèches, ça ne doit pas nous intéresser. C'est parce que vous pensez qu'on vous pensez là, qu'on voit ce balai des opposants de spectacle aller saluer Chiroma, Bello Bouba et tout ça, parce qu'ils se disent qu'il y a une opportunité. David Macron, est-ce la raison, est-ce justement parce que vous dites être certain de ce que Bello Bouba Magari et Chiroma rentreront à la maison, j'ai nommé la majorité présidentielle, est-ce la raison pour laquelle justement on n'a pas vu le PCRN? Je rappelle que cette semaine, Bello Bouba Magari a reçu un militant du SDF, un militant du MRC, et pareil également pour Issa Chiroma Bakari, qu'on a vu justement avec des formations politiques comme le PAL, comme l'UDC. Donc, est-ce la raison, est-ce la raison pour laquelle le MP d'Hilaire Zipan justement, est-ce la raison pour laquelle le PCRN ne s'associe pas à cette démarche? Je soupçonne que vous n'avez jamais été en prison, Madame Gange, mais vous n'avez jamais été en prison. Mais ceux qui y ont fait un tour savent que lorsque vous y arrivez, vous faites allégeance à ce que vous y avez trouvé. Vous n'avez pas compris. Monsieur Issa Chiroma Bakari et Monsieur Bello Bouba Magari sont comme des personnes qui étaient en liberté, qui nous retrouvent en prison. Ils doivent venir faire allégeance. Si vous attendez que le PCRN aille faire allégeance à des gens qui étaient hier au paradis, nous retrouvent en enfer, je rappelle qu'en 92, l'UNDP existait déjà et que l'UNDP était dans l'opposition, en 92. Je vous répète que lorsque vous arrivez en prison, vous faites allégeance au maître que vous trouvez en prison. En gros, le PCRN attend que l'UNDP et le FSNC viennent. C'est ma position personnelle. Ah, c'est pas la position du parti. Mais je rappelle également que vous représentez... Si le président du PCRN, dont je suis le deuxième porte-parole, me demande mon avis pour aller voir Bello Bouba Magari ou Issa Chiroma Bakari, j'utiliserai exactement l'image que je viens d'utiliser en lui disant que Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Magari nous ont trouvés en prison, ils n'ont qu'à venir faire allégeance et on avance. Patrick Riffaut, quel est l'impact de l'annonce de ces deux candidatures, Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Magari, sur la sérénité dans votre parti à quelques jours seulement de la convocation du corps électoral? Non, Madame Leila, les propos sur ce plateau montrent bien que l'annonce de ces candidatures pose plutôt un problème au sein de l'opposition.
ce n'est pas dans la majorité que ça fait problème. Vous voyez bien qu'il y a des voix divergentes, c'est-à-dire qu'il y en a qui accueillent, qui considèrent que tout le monde est le bienvenu dans l'opposition. Mais par exemple, Damien considère que ces deux-là sont malvenus. Non, je n'ai pas dit qu'ils sont malvenus. J'ai dit qu'ils sont les bienvenus pour autant qu'ils prennent la place qu'ils méritent. Non. Damien, s'il faut évaluer le poids politique d'un parti comme l'UNDP, celui du PCRL aujourd'hui, qui pèse plus? Je réitère ce que j'ai... On ne va pas faire cette évaluation sur cette base-là. Je réitère ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que il y a une question sous-jacente à cette démission-là. C'est que ça rebat les cadres. C'est-à-dire que quand vous avez deux personnalités comme ça qui arrivent, ça rebat les cadres. La première question, c'est qui est désormais le leader de l'opposition? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi cette question est importante? Parce qu'à partir du moment où on répond d'une certaine façon à cette question, les possibilités d'alliance et donc d'allégeance dont parle Damien se font naturellement autour de la figure proéminente. Vous êtes communicant politique, vous êtes un expert en communication politique, d'accord? Vous-même savez ce qu'on appelle opposition. L'opposition, c'est l'ensemble des acteurs politiques qui n'exercent pas le pouvoir. Je n'ai pas terminé. M. Bello Bouba Magari et M. Issa Thiroma Bakari ont exercé le pouvoir. Oui. Ils ont exercé le pouvoir pendant 7 ans de mandat et à 4 mois de la fin de ce mandat, ils considèrent qu'ils ne peuvent plus l'exercer. En quoi cela devrait intéresser le politique? Non, mais ils sont passés à l'opposition. D'ailleurs, Bello Bouba, il a exercé le pouvoir pendant 28 ans. C'est-à-dire, ça fait quand même 4 septennats. Issa Thiroma, c'est une vingtaine d'années. Mais ça ne change rien au fait qu'ils sont passés à l'opposition. Et quand vous avez quand même Bello Bouba... Je rappelle que l'une de ses vice-présidentes a refusé de démissionner en précisant qu'elle n'était pas... Lui-même n'a pas rompu son alliance. En précisant qu'elle n'était pas d'accord avec... qu'elle n'avait pas été consultée, voilà. Bon, il faut faire attention. Monsieur Bello Bouba est un haut commis de l'État. Il était déjà secrétaire général adjoint de la présidence de la République en 1982. Donc il a un certain sens de l'État. Il n'a pas démissionné de manière théâtrale comme M. Issa Thiroma Bakari, qui a abandonné son poste et qui s'est retrouvé à Garoua. Quand vous démissionnez d'une fonction comme celle-là, d'une fonction de directeur général, et ainsi de suite, vous expédiez les affaires courantes jusqu'à ce que soit pourvu à votre remplacement. C'est pour ça qu'il continue. Ce n'est pas juste. Non, c'est le... Vous vous rendez compte quand même que vous confirmez le propos qu'il est en train de dire qu'on a des gens qui vont faire de l'entrisme dans l'opposition pour revenir après à la maison. Ce n'est pas de l'entrisme, c'est de la responsabilité. Même quand vous démissionnez, vous expédiez les affaires courantes. Madame Léla, vous pouvez démissionner. Quand vous déposez sa lettre de démission 2 jours avant d'aller au Nord. Donc vous ne pouvez pas dire ce que mais je dis quand vous démissionnez, vous continuez à expédier les affaires courantes jusqu'à ce que soit pourvu à votre remplacement. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Vous ne démissionnez pas et puis vous restez chez vous. Non, ça c'est de l'abandon de poste. Et ça prouve que vous n'êtes pas apte aux fonctions auxquelles vous prétendez. En réalité, Bello Bouba a choisi de le faire dans les formes. Donc il attend que soit pourvu à son remplacement avant de pouvoir prendre ses quartiers chez lui. Toujours est-il que, et je maintiens ma position, le mistigri est au sein de l'opposition, où il y a des divergences parce que beaucoup ne considèrent pas, beaucoup refusent de considérer Bello Bouba comme le leader de fait. Parce que quand vous gérez 17 communes, quand vous avez 7 députés, quand vous gérez une région, une communauté urbaine, sur le plan quantitatif, vous êtes de fait le chef de l'opposition. Et ensuite, quand vous avez son passé et aussi son passif, il a quand même fait 19% en 1992. Personne n'a fait mieux en dehors de ni John Frondi. Vous avez une certaine carrure et une expérience qui font de vous une personnalité prééminente. Donc, la question aujourd'hui est celle de savoir si les opposants vont aller se coucher à Garoua et lui faire allégeance pour qu'il devienne notre challenger. Et nous, on attend de voir comment est-ce que ça va se recomposer au sein de l'opposition. Nous, on attend de savoir comment ça va se recomposer au sein de l'opposition pour identifier précisément notre challenger. Nous considérons a priori que ça pourrait être M. Bello Bouba. Maître Calvin Diop, aujourd'hui, on a 2 personnes qui, après avoir été aux affaires, près de 30 ans pour le président de l'UNDP, Bello Bouba Magari, plus de 19 ans pour Issa Thiroma Bakari, qui, après avoir démissionné du gouvernement, annoncent leur candidature. Comment est-ce que vous appréciez leur démarche? Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça aille de cette façon-là? Non. Qu'ils annoncent leur candidature après avoir démissionné. Il y a clairement une question de cohérence politique, en fait, et même
d'image au sein de la population. La concomitance entre les deux faits, la démission et l'annonce de la candidature, ça interpelle. Et je tends, après avoir écouté Chérif Foué, je tends à me rapprocher de l'argumentaire, l'explication de M. Macon, qui semble dire qu'effectivement, on a non pas de vrais opposants, mais des gens envoyés en mission. Et en tout cas, moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que, effectivement, ça a été dit, des personnes qui ont exercé de hautes fonctions, qui, à la veille d'une élection majeure, d'une élection importante pour le pays, décident de faire cette démarche. C'est clair que ça ne peut qu'interpeller tout citoyen, et il faudrait regarder cette affaire-là de très 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 près. Alors, Maître Simon Serge Kaka, comment comprendre la réaction de l'opposition face à ces démissions de Issa Tiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari? On le constate, certains les accueillent les bras ouverts. On a entendu votre discours tout à l'heure. D'autres, par contre, sont un peu plus réticents, comme Damien Macon. Oui, mais c'est normal. Vous savez, ce genre de situation n'a jamais fait d'unanimité dans une opposition bien structurée. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Lorsque M. Issa Tiroma Bakary a démissionné, j'avais pratiquement la même lecture que M. Damien Macon. Oui. Vous savez, en sciences politiques, lorsqu'on étudie ce qu'on appelle les alliances politiques, lorsqu'il y a un parti d'opposition s'allie au parti au pouvoir, ce parti opposant adopte généralement deux postures qui sont alternatives. Soit ils adoptent ce qu'on appelle la posture collaborationniste endogène. Ça veut dire qu'ils entrent carrément dans le ventre du parti au pouvoir. Ils pensent comme le parti au pouvoir. C'est ce que les Bello faisaient. C'est ce que les Tiroma faisaient. On avait l'impression que chaque fois qu'il y avait même une élection, tu vois, les militants de l'UNDP ou bien le président de l'UNDP se mettaient avec le président du RDPC pour dire la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait difficilement une divergence entre le discours de l'UNDP et le discours du RDPC. Peut-être dans le cas de l'UNDP, ça se comprenait puisqu'ils avaient une alliance, c'était comme la plateforme d'action gouvernementale. Tu comprends. Bon, maintenant, il y a également une autre possibilité. Ça peut être ce qu'on appelle une posture collaborationnelle exogène. Ça veut dire qu'en fait, on vous envoie, c'est-à-dire que chacun est sur le terrain. Vous annoncez même vos candidatures. Mais à la fin, vous vous retrouvez. Donc, moi, j'avais cette lecture. J'avais l'impression que c'est le RDPC qui certainement... Qu'est-ce qui a fait que vous changez de lecture? Non, objectivement, lorsque j'ai commencé à suivre les discours de Tiroma, et je suis revenu, parce que vous savez, nous les juristes, je pense sur le contrôle... Je précise que Bello Bouba Maïgari n'a pas la même posture qu'Issa Tiroma Bakary. Oui, mais sauf que lorsque Tiroma a commencé à parler, j'ai pris sur moi d'aller trouver leur plateforme. J'ai lu la plateforme UNDP-RDPC qui a été signée, je crois, le 7 novembre 1997. Et j'ai également lu le document qui liait M. Tiroma au président Biya. C'est là que j'ai compris qu'en réalité, les deux n'étaient pas dans la même posture. D'un côté, c'était un contrat de parti à parti. L'autre, c'était un contrat d'acteurs entre les acteurs politiques. Et j'ai compris effectivement que justement, lorsque vous voyez M. Tiroma, il s'est senti frustré dans l'exécution de son accord avec Paul Biya, qu'il ne parvenait même plus à rencontrer. Il ne parvenait plus à rencontrer. Pendant près de 10 ans, il n'avait plus d'interlocuteur. Il s'est rendu compte qu'il est dans une espèce d'entourloupe qui l'oblige à partir. Et de là, ça peut lui donner les ailes, ça peut lui donner sa liberté, ça peut lui donner la possibilité de penser à voler de ses propres ailes. Moi, je pense que c'est à ce moment que j'ai changé de position. Et maintenant, moi, je continue à dire que moi, je ne m'intéresse pas au stratagème, à la stratégie, aux démarches que le RDPC va faire pour essayer, j'allais dire, d'arrondir les bords. Moi, je m'interroge sur la posture que l'ensemble de l'opposition doit adopter pour capitaliser cette situation. C'est ma position. Et je continue à dire, contrairement à ce que dit Damien, on ne peut pas dire que non, ces gens ne sont pas bienvenus chez nous. Vous savez, lorsque vous voulez gagner un match, on ne lésine pas sur les moyens, vous comprenez? Parce que gagner un match
de cette envergure. Il faut jouer en équipe. Et c'est justement parce que notre opposition n'a jamais véritablement joué en équipe qu'on a toujours perdu. Et j'ai la conviction que l'occasion nous est donnée de trouver les moyens, de trouver des stratagèmes pour impulser une véritable dynamique fusionnelle. En quoi est-ce que l'annonce de candidature d'Issa Tiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari est un plus pour l'opposition? Justement, si vous permettez, tu me donnes une seconde. Non, tu me diras, tu n'as pas la parole. Non, c'est une très bonne question, Léla. Non, la vérité, c'est que, vous savez, il y a plusieurs types d'opposants. Il y a les opposants qui n'ont jamais collaboré avec le pouvoir, qu'on appelle généralement les radicaux. Il y a des opposants qui sont toujours dans une posture collaborationniste. Mais, dans les pays, je vais vous dire une vérité, c'est difficile de trouver un opposant radical qui gagne l'élection dans un pays. Parfois, c'est ces collaborationnistes-là qui nous apportent toujours en plus. Même pas comme leader, ils peuvent venir là, mais leur apport peut nous donner beaucoup d'éléments parce qu'ils ont été dans la maison. C'est quand on a été dans la maison qu'on est mieux outillé pour combattre l'ennemi. Je vais vous dire une vérité. Bon, je n'ai pas fait l'apologie de ce qu'on appelle le coup d'État. Même ce qu'on appelle le coup d'État, le coup d'État est difficilement fait et réussi par quelqu'un qui sort de l'extérieur. Dans la plupart des cas, on va tout vous dire que ce soit l'aide de camp, ce soit le commandant de la... Au Gabon, même au Gabon, là, celui qui a réussi à renverser le pouvoir, c'était le commandant de la garde républicaine. C'est lui qui était dans le palais. Donc c'est pour dire quoi? Quand vous avez des éléments, des vieux briscards en politique, comme Bello Bouba Maïgari, qui soit dit en passant, c'est un fait historique, est le premier ministre du président Biya. Ça, vous ne le savez pas? Vous comprenez? C'est un vieux briscard de la politique. Son apport dans le camp de l'opposition n'est pas à négliger. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que lorsqu'ils viennent, il faut faire preuve de stratégie. Parce qu'en politique, l'action c'est bien, mais la stratégie est nettement mieux. Oui, Madame Ganzo, imaginez que nous soyons dans une finale de Coupe du Cameroun et le AS Fortuna doit rencontrer Coton Sport de Garoua. Et cette finale se tient à l'orée de la saison creuse, la saison des transferts. Et Coton Sport de Garoua vous envoie 2 joueurs et dit à AS Fortuna, je vous vends 2 joueurs. Vous les prenez, vous les alignez à la finale de la Coupe du Cameroun. À coup sûr, même qu'ils soient gardiens ou pas, ils vont vous jouer des sales tours. C'est exactement... Moi, j'entends Maître nous dire d'accueillir Bello Bouba Maïgari parce que je suis tout à fait d'accord. L'opposition qui va gagner en 2025 n'est pas une opposition exclusive. Mais cet accueil, je trouve leur triomphe un peu précoce. La première question à se poser, lorsque vous voulez analyser cette question de façon rigoureuse, comment est-ce que vous venez de démissionner et vous présentez votre candidature? Ça devait intéresser tout parti politique d'opposition sérieux à se poser la question de savoir ces gens-ci qui démissionnent et posent leur candidature directement, est-ce que c'est dans une logique qui peut aider l'opposition à gagner? Vous serez attendu à quoi après démission? Non, vous démissionnez, vous demandez à retrouver vos pairs pour discuter. Mais lorsque vous démissionnez, vous posez votre candidature. Qu'est-ce que vous envoyez comme message à vos pairs? Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, aux jeunes du Nord, à qui on propose des candidatures des gens de plus de 80 ans. Est-ce que vous ne l'avez pas mauvaise parce qu'il y a justement certains de vos militants un militant en particulier qui a démissionné pour rejoindre l'UNDP? Est-ce que c'est pas pour ça que vous l'avez mauvaise? Non. Il y a des militants du PCRN qui ont rejoint le MRC. Il y a des militants du PCRN qui ont rejoint le SDF. Il y en a d'autres l'UNDP au lendemain de l'annonce de Bello Bouba Maïgari. Non, cela ne nous importe pas. Dans les mouvements des personnes dans les partis politiques, c'est quelque chose de tout à fait compréhensible. Lorsque vous ne vous sentez plus en honnêteté avec votre parti, vous avez le droit de partir. Pendant que vous partez, c'est comme un train, d'autres montent, d'aucuns descendent, d'autres montent. C'est un parti politique. J'ai l'impression que vous ne voulez pas faire le rapprochement. J'ai l'impression que vous ne voulez pas faire le rapprochement entre la démission de votre ancien camarade et les propos de Bello Bouba Maïgari, sa sortie du gouvernement, on va dire ça comme ça, son annonce d'être candidat, de concourir à l'élection présidentielle. Bon, mettons-nous pendant quelques secondes. Parce que jusqu'à ce que Bello Bouba Maïgari prenne la parole, est-ce que votre camarade avait un jour manifesté le besoin de partir du PCRN? Je me mets donc dans la peau de mon ex-camarade qui a rejoint Bello Bouba Maïgari. Je suis donc un fils du Nord. Je pose une question. Nous, jeunes Camerounais de façon générale, nous aspirons
au rajeunissement de la classe politique camerounaise. Lorsque Bello Bouba Magari démissionne du haut de ses 80 et poussières, je ne connais pas 79 ans, je crois. Voilà, Bello Bouba 78 ans. D'accord. Par contre, Tiroma 79 ans. Voilà, du haut de ses 78 ans. Disons même que on le soutienne et qu'il soit président de la République. Vous savez ce que ça veut dire pour nous autres qui aspirons à avoir des fonctions étatiques importantes? On ne pourra pas avoir, nous, jeunes, je parle du jeune du Nord, on ne pourra pas avoir le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Donc, en fait, lorsque Bello Bouba Magari sera président, nous, jeunes du Nord, nous serons exclus de la gouvernance parce qu'il faudra composer, le Cameroun ayant plusieurs communautés, il faudra composer avec le Sud, avec l'Ouest, avec le littoral, avec le Sud-Ouest, etc., etc. Donc, ce camarade qui démissionne, parce qu'il a entendu Bello Bouba Magari parler, il fait fausse route. Il a une démarche que moi je ne comprends pas en fait. Ce que je veux dire à ces jeunes-là, c'est que nous aurions compris que la démarche de ces aînés eût été... Est-ce une démarche communautariste, la démarche de votre ancien camarade? Je n'en sais rien. Vous voulez m'amener à dire des choses que je ne veux pas dire. Qu'elles soient communautaristes ou pas. Moi, je crois d'ailleurs que si on peut donner un peu de crédit à la démarche de Issa Tiroma Bakari et de Bello Bouba Magari, si je fais fausse route sur l'idée qu'ils ont été envoyés en mission, la deuxième option, c'est l'option du repli identitaire. La présentation de candidat du Nord. Il n'y a pas de troisième possibilité où un opposant du Sud pourrait ouvrir les bras à M. Tiroma ou Bello Bouba Magari en espérant qu'ils quitteront le Nord pour venir soutenir une personne du Sud. Ce n'est pas possible. Dans leur entendement, ils ne peuvent pas le faire. Ils l'ont fait pendant 43 ans, ils ne le feront plus. Donc, ceux qui accueillent ces personnes à bras ouverts, moi, je ne leur demande pas de ne pas le faire. Je leur demande de les prendre avec un peu de pincette. Vous ne pouvez pas avoir été pendant, pour l'un, 19 ans, pour l'autre, 40 et poussières d'années, dans le sérail. Et le jour même que vous démissionnez 4 mois avant une élection présidentielle, on vous accueille en triomphe, en considérant, et le docteur Rifo vous dit que vous devez les accueillir en vous rappelant qu'ils sont leaders de l'opposition du point de vue du nombre de leurs élus. Moi, ça me pose un problème. Je termine donc en vous disant que ce soit pour le PCRN ou pour les autres partis d'opposition qui sont allés saluer et faire un peu de spectacle pour qu'on voit que Bandaka, non, pas Banda, je sais pas, il s'appelle Mpela, le président Zipan, j'ai vu Tomaino, c'est leur droit d'aller le faire. Mais je crois humblement qu'ils font fausse route. Ils devraient demander à ces deux anciens ministres de laisser leur affaire de candidature, de venir à la table de discussion et de négociation de laquelle sortira donc un candidat unique. Docteur Patrick, avant de mettre sur... C'est une petite parenthèse, hein, pour revenir rapidement aux consultations faites au Palais de l'Unité. On apprend qu'elles sont faites sous très haute instruction du président Paul Biya. J'interroge justement la crédibilité de cette information quand, il y a quelques heures seulement, Issa Tiroma Bakari, qui est encore ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, allié de Paul Biya, nous fait savoir que Paul Biya n'est plus celui qui tient le gouvernail. Là, j'ai paraphrasé, qu'en ce moment, il y a effectivement deux clans qui s'affrontent. Bon, Issa Tiroma Bakari... Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous prouver effectivement que ce sont les instructions du chef de l'État? Issa Tiroma Bakari a été ministre de la Communication à un moment où ce ministère était un ministère stratégique dans l'action gouvernementale. On faisait face à la fois à Boko Haram, aux actions sécessionnistes dans le Nozo, ainsi de suite. Et cette position-là avait probablement induit qu'il ait un accès privilégié au chef de l'État. Après le réaménagement ministériel qui s'en est suivi, il s'est vu confier le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui est certes un ministère très important, mais les situations de crise, bon, vous entendez, c'est Damien qui en parle, hein, moi je ne l'ai même pas dit, mais les situations de crise n'existant pas au sein de ces ministères-là, il faut comprendre que le président ne l'invitait probablement plus à dîner le soir pour savoir quel est l'état de l'opinion dans le pays. Et je conçois que par dépit, il ait choisi de prendre ses distances. Mais vous savez, moi, je travaille avec beaucoup d'aînés. Et ce que je sais, c'est que quand vous avez un patron, vous pouvez solliciter de le rencontrer, mais c'est lui qui a la main. C'est-à-dire, c'est lui qui accède à votre sollicitation.
Ce n'est pas parce que vous dites 5 fois je veux te rencontrer qu'il accède à ta sollicitation 5 fois. S'il estime que dans son ordre de priorité, tout ce dont tu veux lui parler est d'un intérêt moindre, il va te conduire. On parle là d'un président et de ses ministres. Voilà, on parle malheureusement. Vous avez une conception bien camerounaise de la gouvernance. Non. À quel moment, Dr. Patrick, à quel moment est-ce que le président de la République rencontre ses ministres au Cameroun? Non, aucun. Écoutez, le président de la République rencontre le Premier ministre tous les mercredis. C'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Et c'est lui l'interface entre... Est-ce que la Constitution camerounaise prévoit des conseils de ministres? Madame Léla, mais justement, il n'y a aucune disposition de la Constitution qui institue les conseils de ministres. Aucune. On ne nous dit pas dans la Constitution que les conseils de ministres doivent se tenir instamment chaque année. Non, ce n'est dit nulle part. Donc, contrairement à tout ce qui circule, le président ne viole aucune loi en ne les convoquant pas. C'est un instrument. C'est suffisant de rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement. Mais vous pensez que quand le président de la République rencontre le chef du gouvernement, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour papoter ou pour jouer au songo. Non, quand il rencontre le Premier ministre, c'est pour faire le point des dossiers. Donc quand vous êtes un ministre, si vous avez des soucis, vous vous référez à votre chef qui est le Premier ministre, qui reportera au président de la République. Mais vous n'avez pas à tempêter parce que vous n'accédez pas au président de la République. Non. Votre supérieur hiérarchique, votre N+1, comme on dit dans le privé, c'est le Premier ministre. Et je n'ai pas le sentiment que la porte du Premier ministre John Gouté ait jamais été fermée à Issa Chiroma ou à quelqu'un d'autre. Maintenant, je comprends sa déception. Peut-être que moi-même j'aurais réagi de la... Au-delà de sa fonction ministérielle, il était également un allié politique de Paul Biya. Oui. Donc quand il parle de rencontrer le président... rencontrer le président rencontrer son allié politique. Mais nous sommes parfaitement d'accord. Mais et dans ce couloir-là, le Premier ministre ne peut pas servir de courroie. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais je voudrais rappeler ici, contrairement aux informations qui circulent, que le président, il y a quelque temps, a reçu longuement Issa Chiroma. Je ne voudrais pas dire où. Donc, et je le mets au défi d'infirmer cette information-là. Donc, si vous commencez à lui dire, dites totalement. Mais je dis que le président l'a reçu, mais justement, ce n'était pas dans le cadre gouvernemental. Parce que dans le cadre gouvernemental, il n'est pas un allié. Donc vous dites que le ministre ment, le ministre se trompe lorsqu'il dit mais le ministre se trompe et l'allié ne dit pas non plus la vérité, puisqu'il a été reçu longuement. Je suppose qu'à ce moment-là, c'était l'occasion de parler de leur alliance. Maintenant, vous savez, quand vous avez votre épouse qui a décidé... c'est votre parole contre celle de Issa Chiroma Bakary. Il peut toujours démentir l'information. Il peut toujours démentir l'information. Il peut toujours démentir l'information, on verra bien. Madame Leila. Il faut nuancer cette affaire du président de la République qui reçoit le Premier ministre tous les mercredis. Vous avez vu qui a nommé le remplaçant, la personne qui assure l'intérim de M. Belobo Magari. Donc qui a signé le communiqué. Non, signé le communiqué, ce n'est pas le communiqué. Le secrétaire général des services. C'est le secrétaire général des services. Madame Leila, vous savez... Je le dis, je ne dis plus rien. Je vous dis je vais chuter là-dessus. De démontrer que le président de la République reçoit le Premier ministre tous les mercredis. Si, c'est un fait. Madame Leila, je vais chuter maintenant. Vous savez, quand vous avez votre épouse et qu'elle veut partir de la maison, elle peut tout vous mettre sur la tête. Elle peut dire que vous avez une mauvaise haleine, elle peut dire que vous ne l'honorez pas, elle peut tout dire. Et comme c'était votre épouse, les gens seront tentés de croire en ces fables. Parce que ça peut être des fariboles, hein, c'est-à-dire que vous êtes pratiquement un saint, mais elle vous peint en diable. Et les avocats savent ce que c'est. Donc, on a un ancien allié qui a décidé de prendre ses distances. Ses arguments sont surtout des alibis pour justifier son départ. Ces arguments sont des alibis. Oui, ce sont des alibis pour justifier son départ. Ça n'a rien à voir avec la réalité de la situation. C'est pour nous tromper. Oui, je vais d'abord rebondir sur ce que Daniel Macon disait tout à l'heure. En fait, la déclaration de candidature pour un homme politique ne veut rien dire. Parce que la déclaration de candidature relève de ce qu'on appelle en sciences politiques la surenchère politique. Vous comprenez? Parce que quand quelqu'un qui est candidat vient discuter avec un autre candidat, il est plus sérieux. Donc, le fait que M. Issa Chiroma Bakary
et M. Belouba Margué ait déclaré les candidatures, de mon point de vue, ne veut absolument rien dire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas prédisposés à discuter avec les autres acteurs politiques de l'opposition. Non. Ça fait tout simplement partie de ce qu'on appelle la surenchère politique. C'est la première chose. La deuxième chose maintenant, ça je vais rebondir à ce que disait... Si vous dites que ça fait partie de la surenchère politique, vous rejoignez à peu près ce que disait Damien. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand dit surenchère politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment des négociations, on peut dire que si vous êtes Premier ministre, si vous êtes président, vous êtes élu président, moi... je serai peut-être votre ministre d'État. Parce que lorsque vous venez négocier en n'étant pas candidat, ce n'est pas la même chose. Lorsque vous-même vous êtes président d'un parti politique et candidat à l'élection présidentielle, les négociations se font entre candidats. C'est différent d'un simple militant qui vient négocier avec un candidat. Ce n'est pas la même chose. Bon, ça, la politique est une science. Et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, deuxième chose que je voulais relever, quand M. Rufoué nous dit que oui, M. Issa Chiroma Bakary pouvait valablement rencontrer le chef du gouvernement, je ne sais pas. L'a rencontré. Non, il n'est pas le chef du gouvernement. Pour lui, le chef du gouvernement, c'est M. John Gouté. Oui. Je ne sais même pas si John Gouté est chef du gouvernement. Moi, je sais que John Gouté, dans la pratique, c'est coordonnateur de l'action gouvernementale parce qu'en réalité, on ne le traite pas dans son propre gouvernement comme le chef. Il y a beaucoup de ces ministres qui ne traitent qu'avec la présidence de la République. Vous le savez très bien. Quel ministre Non, je parle. On ne cite pas les contemporains. Mais il y a des ministres, en réalité, qui manquent de... Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle, dans le gouvernement de Yang Philemon, il y avait une femme ministre qui était tous les jours dans les querelles de chiffonnier avec le Premier ministre, tous les jours, parce que lui, elle semblait être soutenue par la présidente de la République. Elle semblait, mais vous avez remarqué qu'elle n'est plus ministre aujourd'hui. Non, mais elle n'est plus ministre pour des raisons. Elle ne peut pas être éternellement ministre. Mais on sait qu'elle ne gérait pas le Premier ministre. Il y a beaucoup de ministres ici qui ne gèrent pas le Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas de véritable pouvoir. C'est pour ça que dans la réelle politique du Cameroun... Est-ce que vous voulez parler des sorties du Premier ministre et celles du ministre de l'administration territoriale lorsqu'il fallait arrêter le sujet du grand dialogue? Un observateur ne cite pas les contemporains. Ça, je vous le dis honnêtement. Mais c'est que vous êtes une brillante journaliste d'investigation. Non, je veux dire, il faut également mettre les téléspectateurs au même niveau d'information. Qui ne gère rien avec le Premier ministre. Ça, c'est la vérité. Troisième chose que je voulais dire, l'histoire du Conseil des ministres. Dans un pays qui veut impulser une véritable dynamique de gouvernance, de bonne gouvernance, le gouvernement se retrouve au moins une fois par mois. En Côte d'Ivoire, par exemple, tu le sais, en Côte d'Ivoire, par exemple, tous les jeudis, il y a conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara avec l'ensemble de ses ministres. Au Gabon, là, à côté, le général Lucky Nguema, tous les mercredis, moi je suis Gabon 24 tous les jours, tous les mercredis, il y a conseil des ministres au Gabon. Vous ne pouvez pas implémenter une bonne gouvernance dans votre pays et vous ne vous retrouvez pas. Donc il y a problème à ce niveau. Maintenant, ce que je voulais également dire, c'est que je suis d'accord avec lui que certainement la décision de Issa Chiroma Bakary de quitter le bateau peut venir du fait qu'il ne parvenait plus à rencontrer le président Biya. Parce qu'en réalité, Issa Chiroma Bakary, dans ce gouvernement, était un ministre éminemment politique. Il était là en vertu d'un accord politique avec le président de la République. Si déjà il ne parvient plus à rencontrer le président de la République, ou bien si le collaborateur du président ne lui donne plus la possibilité d'avoir accès à son co-contractant, qu'est-ce qu'il doit encore faire dans le bateau? Donc pour moi, je suis convaincu que c'est par dépit que ce monsieur a démissionné et qu'il peut être d'une certaine utilité pour l'opposition. Moi, je suis convaincu que 4 mois avant l'élection présidentielle, on l'a envoyé. Vous voulez dire quelque chose à ce propos, Maître Non, je rejoins mon confrère, effectivement, sur la question du Conseil des ministres. On ne peut pas, un État qui se veut qui se veut un État, oui. Qui remplit les catégories de ce qu'on appelle un État, ne peut pas fonctionner sans Conseil de ministres. Ça, c'est une erreur. Enfin, limite, c'est fatal pour le suivi, pour l'action gouvernementale au quotidien. Comment on fait pour élaborer les programmes? Comment on fait pour vérifier la mise en œuvre des programmes qui ont été pour assurer même le suivi des missions qui ont été confiées au ministre? C'est pas possible. Vraiment, ça interpelle sur la léthargie, sur le... Je voulais juste compléter, c'est vous qui avez la parole, je voulais juste compléter, c'est une parenthèse. Tous les jeunes présidents qui sont au pouvoir depuis, qui arrivent au pouvoir ces 5 dernières années, en Afrique, je ne parle pas de l'Europe, quand ils arrivent,
au moment de nommer leurs membres du gouvernement, ils leur confient des feuilles de route. Oui, et c'est lors des conseils des ministres qu'ils assurent le suivi de l'exécution des feuilles de route. Parce que si vous ne le faites pas le conseil, vous ne pouvez pas savoir si vous... Il y a des ministres qui ne travaillent pas. Mais Patrick Réfo a dit que c'est suffisant, que le au Cameroun, vous nommez, vous venez avec votre feuille de route, vous machinez. C'est ça. Très bien. Donc, 4 janvier 2025, le gouvernement du 4 janvier 2019 a 6 ans. Ce gouvernement est le tout premier à battre ce record de longévité sous Paul Biya. Des membres du gouvernement sont décédés, 4 depuis 2021, aucun n'a été remplacé. Damien Macon, disons-le, la période 2019-2025 est celle qui aura connu la plus longue disette au plan du remaniement, voire réaménagement ministériel. Est-ce qu'il y a, selon vous, des raisons qui militent en faveur du record battu par ce gouvernement? Je crois que le président de la République est plus dépassé que fatigué. Dépassé par quoi? Par les événements. Quels événements? Le ministre Dodo Ndoké meurt dans des conditions non encore élucidées. On l'enterre 3 ans après, ou un peu plus d'ailleurs. On ne sait pas ce qui s'est passé. Martinez Zogo meurt dans des conditions non encore élucidées. 2 ans après, on n'en sait pas grand-chose. Il meurt dans la capitale du Cameroun, capitale politique du Cameroun. Le stade qui doit porter le nom du président de la République, ou alors le stade dont le nom de baptême porte le nom du président de la République, est piétiné depuis bientôt 10 ans. On ne sait pas ce qui s'y passe. Vous pensez vraiment que ce qui intéresse le président de la République actuellement, ou alors ce qui devrait l'intéresser, ou ce qui devrait intéresser les Camerounais, c'est le remaniement ministériel? Je ne crois pas. Je vous ai dit que je crois que le président de la République est davantage dépassé que fatigué. C'est un homme qui n'a jamais brillé par un certain nombre, mais au moins, on sait qu'à un moment, vous-même vous l'avez rappelé, ces gouvernements ne faisaient pas plus de 3 ans. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, on ait un gouvernement de plus de 5 ans? C'est parce que le président de la République est dépassé par les événements. Et lorsque vous voyez tout ce tintamarre qui accourt dans la cour du roi, vous constatez que non seulement le président de la République est dépassé par les événements qui sont passés, il est dépassé par les événements qui s'annoncent. Il est dépassé par les événements qui s'annoncent, parce que les événements qui s'annoncent périlleux pour son camp. Et donc, il y a lieu de se demander, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui tient le gouvernail de ce pays? Moi, je crois que non. Donc, vous pouvez interroger les gouvernements. Le docteur Rifo vous a dit tantôt qu'on attend ce gouvernement depuis 2019. Vous l'attendrez jusqu'à la prochaine élection. Si M. Biya Paul est réélu, vous l'attendrez. Il ne le fera pas parce qu'à la réalité, il ne gouverne plus. Et ceux qui considèrent que ce serait une guerre de clans qui empêche M. Biya Paul de trancher, c'est mal connaître le président de la République du Cameroun. Une guerre de clans ne peut pas empêcher le président de la République du Cameroun, dont on connaît la trajectoire politique depuis tout au moins 40 ans, de faire un gouvernement. Je crois qu'il n'est plus au fait de ce qui se passe dans son pays, à la réalité. Et donc, tout ce qu'on doit faire, nous autres, qui sommes de l'autre côté, c'est de travailler à le changer. Sur la même question, Dr Patrick Réfo, est-ce qu'il y a aujourd'hui des éléments positifs qui militent en faveur du record battu par le gouvernement de janvier 2019? Je crois qu'il y a une disposition constitutionnelle qui indique que le président nomme aux fonctions civiles et militaires. Et en principe, ce pouvoir de nomination est un pouvoir discrétionnaire. Donc, c'est le président de la République qui nomme les ministres, c'est lui qui les évalue et qui choisit de les démettre le cas échéant. Il se trouve que durant ce septennat, le président de la République n'a pas jugé utile de remanier. Vous faites bien d'indiquer que la logique des remaniements a souvent rythmé la vie publique lors des précédents septennats. Bon, ce septennat, il a choisi la stabilité. C'est peut-être pour ça que j'interroge les raisons qui ont milité en faveur de ce maintien. Écoutez, là... Est-ce parce qu'ils ont super bien travaillé? Vous êtes en train de me demander de jouer les Madame Irma. Vous imaginez bien que je n'ai pas de boule de cristal.
vous imaginez bien que je ne suis pas le président de la République et que je n'ai pas envie de me mettre à sa place. Parce que la question que vous posez, c'est une question qu'il faudrait poser au président de la République. Il est le seul juge de l'opportunité de la nomination et du réaménagement de son gouvernement. Là, je vais vous poser la question autrement, Dr Patrick Hufeuille. Comment est-ce que vous appréciez le travail effectué par le gouvernement en place depuis 2019? Comment est-ce que vous appréciez l'action de ce gouvernement? Je vais vous répondre. J'ai une assistante, j'ai une directrice et j'ai de nombreux collaborateurs. Ceux-là, je juge de la qualité de leur travail et je peux choisir, je peux décider de me séparer d'eux lorsque je considère que c'est insuffisant. Vous êtes un citoyen camerounais. Vous avez donné votre vote au président de la République. Il a nommé des personnes au gouvernement. Donc également, vous avez votre mot à dire sur ce cas précis. Je suis en train de vous répondre. Hein. Je suis en train de vous répondre. Et je suis en train de vous dire que dans le cadre de mes activités personnelles, je dispose également de ce pouvoir discrétionnaire qui peut me permettre de démettre mes collaborateurs, mes collaboratrices, lorsque je juge que leur travail est insuffisant. Mais ne me demandez pas de faire un exercice de prestidigitation en me mettant dans la peau du président de la République. J'ai posé la question cette fois aux citoyens camerounais que vous êtes. Docteur Patrick Hufeuille, comment est-ce que vous appréciez le travail effectué par les ministres de la République? On va dire ministre des Travaux publics, ministre de la Santé, ministre de l'administration territoriale, ministre... Comment est-ce que vous appréciez le travail effectué par les membres du gouvernement en place depuis le 4 janvier 2019? Vous savez, contrairement à l'opinion la plus répandue, moi j'ai constaté qu'aux Afrique Inform Awards, le ministre des Travaux publics a été élu meilleur ministre du gouvernement camerounais. Et il faut préciser... En gros, on a fait mentir de GSN. C'était un sondage, c'est-à-dire qu'on a demandé... En gros, la presse à gage a fait son tour. On a demandé aux citoyens de voter et manifestement, les votes ont désigné le ministre des Travaux publics comme étant le meilleur ministre de la République. Moi, je ne vote pas les ministres. Je vote éventuellement le président de la République, je vote les députés. Qui nomme les ministres. Donc vous avez votre mot à dire, je l'ai dit déjà. Je peux apprécier éventuellement le travail du président de la République. En gros, vous êtes d'accord. En gros, vous êtes d'accord avec cet award qui a été remis au ministre des Travaux publics. C'est le meilleur ministre de la République. Écoutez, parce que si vous citez cet award, c'est peut-être pour dire qu'effectivement des gens ont voté. Qui suis-je pour être plus intelligent que les milliers de personnes qui ont porté leur choix? La question que moi je vous ai posée, ça n'a rien à voir avec les awards. C'est comment est-ce que vous, docteur Patrick Hufeuille, vous appréciez le travail effectué par les ministres en place depuis le 4 janvier? J'ai cité quelques ministères. Madame Leila, je vous ai indiqué que je ne suis pas compétent pour connaître et pour évaluer le travail des ministres. Ce n'est pas de ma responsabilité, c'est de la responsabilité du président de la République. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse les awards, bon, Afrique Inform en a fait. Moi, je n'organise pas d'awards, donc ce n'est pas intéressant pour moi d'évaluer les ministres. Alors, sur la même question, est-ce qu'il y a des faits qui ont milité en faveur du maintien pendant aussi longtemps de ce gouvernement? Moi, je voudrais d'abord relever, dans le premier temps, qu'on assiste vraiment à une hémorragie au sein du gouvernement. Ces décès, ces démissions, ces départs, ces absences de remplacement. Rien ne justifie, qu'on soit bien clair, rien ne justifie qu'aujourd'hui, il y ait des postes ministériels clés à la tête desquels il y a des intérimaires. Rien. Aucun gouvernement, aucun fonctionnement institutionnel ne justifie cela. Qu'est-ce que ça, nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on observe quand on a un peu une petite culture politique? On constate qu'effectivement, il y a une vacance silencieuse du pouvoir exécutif. On a un président de la République qui refuse d'exercer ses prérogatives institutionnelles, constitutionnelles, qui l'amènent à nommer, à veiller au bon fonctionnement du pays qu'il est, à la tête duquel il est. Donc, ce qui fait que finalement, on est totalement en contradiction avec non seulement ses fonctions et la réalité qu'on voit sur le terrain. Cette réalité, cette absence
de nomination de nouveaux ministres, en fait, vient mettre à mal le fonctionnement structurel du gouvernement. Je parlais tout à l'heure des ministres intérimaires. On a des ministres qui sont en place, qui ne peuvent même pas porter un projet du ministère dans lequel ils sont, qui leur est confié. C'est la même question de tout à l'heure, la question du Conseil des ministres. Il va aller dire quoi au Premier ministre? Écoutez, moi je suis peut-être au ministère des Mines, on a tel projet, tel truc, comment on le fait, ils ne sont pas en mesure de le faire. Et même face à des bailleurs de fonds, ils ne sont pas en mesure de valablement porter leur administration. Et ça pose problème au niveau de la gouvernance. Ça pose un véritable problème en termes de fonctionnement institutionnel. Mais la question que moi je me pose, vraiment une posture, on pourrait vraiment réfléchir là-dessus, c'est est-ce que ce n'est pas quelque part une stratégie délibérée? À savoir que on évite de nommer de nouveaux ministres pour préserver un équilibre interne, surtout à l'approche des élections. C'est-à-dire qu'on ne veut pas chambouler les rapports de force, sachant qu'en l'intérieur du gouvernement, il y a des clans, il y a des forces en présence, et on ne veut pas non plus on gèle aussi les ambitions internes. On gèle les ambitions non seulement claniques, mais aussi partisanes. Est-ce que ce n'est pas une option qui peut être choisie? Et une option aussi de dire que finalement, on maintient ce statu quo-là. Il faut maintenir ce statu quo pour que, quelque part, la fin de règne qui est visible et devient même risible, se passe de manière contrôlée. Qu'il n'y ait pas d'anticroche, qu'il n'y ait pas de nouvelles personnes qui viennent avec leur ambition. Donc il faut geler ces ambitions, maintenir un certain équilibre interne, une certaine pérennité dans le groupe qui est là, pour que finalement, personne ne se rende compte qu'on essaye d'encadrer la transition. On essaye d'organiser soi-même, de contenir, de maîtriser sa sortie. Je pense qu'il y a une question... À vous entendre, il est possible que si réélu en 2025, que Paul Biya garde le même gouvernement. C'est pas exclu. C'est tout le contraire. C'est pas exclu, mais je pense que quand même, il ne garderait pas, du moins, gagnerait rien à conserver le même gouvernement. Parce qu'effectivement, une fois que l'échéance fatale qui est là, fatale, ça dépend pour qui va arriver en octobre, une fois qu'elle est passée, on partira sur un nouveau souffle. C'est du moins, c'est le réflexe que tout chef d'État ou tout gouvernement serait amené à avoir. C'est-à-dire ramener de nouvelles têtes pour peut-être impulser les autres. Mais pour l'instant, sachant que la précédente élection, elle a été quand même... ça a créé un grand remous, il y a eu des chamboulements. Et connaissons aussi, quelque part, les manquements qui ont été antérieurs et les besoins, les réclamations de la population, on se dit non, on va laisser couler, on va maintenir, et ça permet aussi, une fois de plus, ceux qui sont là, de maintenir ceux envers lesquels on a peut-être quelques billes et on ne veut pas non plus les jeter tout de suite à la vindicte populaire, on le fera peut-être à un moment donné. Donc pour moi, je pense qu'il y a tout un calcul. Il y a tout un calcul qui est fait pour maintenir ce gouvernement. Parce qu'on a actuellement, on doit de le dire, c'est une gouvernance en apnée qu'il y a au Cameroun. C'est-à-dire qu'on n'a pas institutionnellement, rien ne respecte les normes, du moins ce qui est admis et accepté dans le fonctionnement institutionnel. Maître, à chaque discours de fin d'année, le chef de l'État souligne les manquements de ses collaborateurs, détournement de fonds publics, objectifs non atteints. Avez-vous l'impression qu'il soit sincère dans ses dénonciations? N'est-ce pas paradoxal quand depuis 6 ans, il garde les mêmes personnes dont il décrit pourtant les actions en fin d'année? En fait, avant de répondre à votre question, Léla, permettez-moi de faire d'adopter une espèce d'approche historico-chronologique. Parce que lorsque vous interrogez le magistère du président Biya depuis 1982, ce que les gens appellent souvent l'ordre gouvernant de 82, vous comprenez? Vous allez voir qu'il y a 3 périodes. Il y a les 20 premières années qui partent de 82 à 2004.
que je peux appeler la période de l'activité présidentielle. Le président était actif. Et de 2004 à 2019, nous sommes passés à la période d'inertie. Lui m'avait déploré l'inertie à l'époque, vous comprenez. Et depuis 2019, nous sommes passés à la période d'inactivité présidentielle. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas exagéré. Nous sommes là dans une situation d'inactivité présidentielle. Et lorsqu'il y a donc cette inactivité présidentielle qui s'installe, quel en est le corollaire? Le corollaire, c'est que dans son entourage immédiat, il y a des lobbies qui se créent et qui deviennent les vrais détenteurs du pouvoir. Vous comprenez? Et c'est eux qui, j'allais dire, orchestrent des choses en coulisses pour qu'il n'y ait pas remaniement, pour qu'ils se maintiennent aux affaires. Pas pour servir, mais plutôt pour se servir. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas si mes compagnons sont d'accord avec mon analyse. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis en désaccord, totalement en désaccord avec votre analyse. Naturellement. C'est le contraire qui m'aurait suffi. Donc, c'est pour dire que, en fait, le président ne peut pas faire un remaniement. Vous vous souvenez qu'il a été réélu en octobre 2018. Il a fait un gouvernement, je crois, 4 mois après, c'était le 4 janvier 2019. Oui. Il n'a plus jamais fait. Ça fait 6 ans. Pour vous dire, par exemple, je sais que Rufio n'est pas d'accord avec moi, lorsque vous prenez la période de 82 à 2004, il y avait remaniement tous les 2 ans. Il y avait même des périodes où il y avait remaniement tous les ans. Je me souviens qu'il y a eu 2 remaniements en 84, il y a eu un remaniement en 85. Vous êtes des journalistes, vous pouvez vérifier cela. 85, il y a eu remaniement, en 87, il y a eu remaniement. Le ministre Yeba ici, qui est ministre des Domaines, du cas des Affaires foncières, je me souviens à l'époque... Parce qu'il y a même eu un remaniement qui est intervenu en l'espace de 8 mois. Oui, M. Yeba était ministre en 88. Moi, j'étais en classe terminale à l'époque, il était ministre d'urbanisme et de l'habitat. M. Yébé, que vous voyez là, il était ministre à l'époque à 30 ans. Et je crois 2 ans après, les partis, les revenus. Dans tous les cas, c'était 2 ans, 1 an et demi, ils ont remis. Depuis pratiquement 15 ans, ce n'est plus le cas. Maintenant, il était passé à 4 ans, à 5 ans. Cette fois-ci, il allait au-delà de 5 ans. Cela veut dire qu'il n'est plus actif. Alors que tout le monde voit que la malgouvernance est débordante. Parce que tout à l'heure, M. Rufoué nous a raconté une histoire qui traduit une espèce d'incurie. Parce que présenter M. Nganou Djoumessi comme le meilleur ministre du gouvernement de la République, c'est une insulte au Cameroun. Ce n'est pas lui, hein. Ce sont des journalistes qui ont pas dit des choses comme ça sur ce plateau. Un plateau sérieux, il ne doit pas dire des choses comme ça. Parce que ça veut dire que c'est des awards, c'est des prix qui sont négociés. Je pèse mes mots. Ce ministre, allez interroger l'histoire. C'est le plus mauvais ministre des Travaux publics que le Cameroun. Ah non, c'est parce que... C'est la vérité. Moi, je suis désolé, c'est parce qu'on a dit. Moi, je vous dis, ce sont des gens qui ont voté. Je passe sur le contrôle de mon confrère. Moi, je suis un enfant de Yaoundé. Ce sont des awards achetés. Je suis un enfant de Yaoundé. Je passe le plus clair montant à Yaoundé. Yaoundé est arrivé à une situation telle que Yaoundé n'a plus de route. C'est ça. Vous savez qui est derrière ces awards. Voilà. Macon. Je vous dis, vous savez qui est c'est des choses qu'on négocie. Très bien. Et un panéliste sérieux, un analyste politique, un grand professeur d'université comme M. Rifo ne doit pas nous dire des choses comme ça sur le plateau. Ça, c'est des conneries. Parce que je dis ce monsieur, je pèse mes mots, c'est le plus mauvais ministre des Travaux publics que j'ai vu. C'est qu'il a dit. Non, je dis, il ne doit même pas évoquer ce genre de choses. Il doit le faire pour qu'on comprenne le travail de certains journalistes au Cameroun. Maître, je trouve que vous êtes excessif. Non, je ne suis pas excessif. Je vous connais, je vous connais d'habitude très pondéré. Là, je vous trouve excessif. Moi, je passe sur le contrôle de mes 2 companélistes là. Moi, je suis un enfant de Laklou Douala Yaoundé. Monsieur m'a connu, moi. Nous sommes les enfants de Laklou Douala Yaoundé. Nous, on a vu cet Laklou net. Comment ça a évolué. Nous sommes arrivés à la pire des situations aujourd'hui. L'autre jour encore, j'étais au village, chez moi, à Boumibé là-bas. J'ai vu comment les gens versaient les déchets sur la chaussée. Et les populations même ont failli agresser les gens qui étaient en train de la responsabilité du ministre si les gens versent les déchets sur la route. On peut verser les déchets sur la route si elle est en bon état. Le ministre ne suit rien. C'est lui qui est maître d'ouvrage de tous ces travaux. Les déchets pour combler les trous. Moi, je suis de PK17. Je suis de PK17. Allez à PK17. Il y a les travaux. Bon, on a tellement péroré sur la situation qu'ils sont en train de bricoler quelque chose. Mais ce n'est pas des travaux dignes de ce nom. Le Cameroun ne mérite plus cela. Le Cameroun ne mérite plus cela. Nous sommes dans une situation où les infrastructures routières sont totalement dégradées. Et tout le temps, vous voyez, vous causez avec les gens qui y travaillent. Et ils ont même de la peine à percevoir ce qu'ils appellent dans leur jargon les décomptes. Le ministre de Travaux ne fait pas son travail. On ne peut pas le présenter comme le meilleur ministre de la République. Donc, tout simplement parce qu'effectivement, nous sommes dans une situation d'inactivité présidentielle et il y a des gens qui en profitent.
Donc pour moi... En dehors du ministre des Travaux publics, Non, écoutez un peu, je ne veux pas faire le procès de tout le gouvernement. Mais tout le monde sait, M. Rufo le sait, ce gouvernement ne nous donne pas satisfaction. Si on était dans une république sérieuse, si on était dans une république, notre président avait encore la pleine possession de ses moyens, je dis, il chasserait tous ses ministres depuis belle lurette. Ça, c'est la vérité. Donc, en ce moment, je suis d'accord avec Maître Diop Calvin qu'effectivement, c'est une stratégie pour gérer les élections. Mais en réalité, même le chef de l'État, là où il est, il sait que ses collaborateurs ne travaillent pas. Tout le monde le sait. Et j'ai dit, c'est par là que je vais chuter. Il faut que les gens intègrent que le premier paramètre de la bonne gouvernance, c'est que ceux qui sont aux affaires sont là pour servir le peuple. Ils ne sont pas là pour se servir. Malheureusement, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous nous retrouvons dans une situation telle que tous ceux qui incarnent l'ordre gouvernant ne servent pas la République. Ils ne servent pas le peuple. Ils sont là pour se servir eux-mêmes. Et c'est ça qui est dégueulasse. Patrick, comment est-ce qu'on en arrive à légitimer la candidature d'une personne totalement absente dans l'espace public? Écoutez. On a parlé de l'absence de réaménagement ministériel, on a parlé de l'absence de conseil de ministres, on a parlé, Issa Tiroma a parlé de la non-possibilité de rencontrer son allié, le Conseil supérieur de la magistrature. Comment est-ce qu'on en arrive à légitimer la candidature d'une personne absente de l'espace public? Ce serait quoi les indicateurs de présence du chef de l'État? Qu'il commence à faire les 100 mètres tous les matins afin que les Camerounais le voient? Qu'il réunisse à peu près ses ministres? Celui qui répond des ministres, c'est le Premier ministre et le chef de l'État le reçoit régulièrement. Qu'il réunisse ses ministres, qu'il fasse campagne comme tous les autres candidats. En 2018, on a vu le président de la... Madame, la campagne n'est pas lancée, il me semble. Le corps électoral va être convoqué. Et quand le corps électoral sera convoqué, on saura si le président de la République se déploie ou pas. Mais est-ce que le président de la République est un président? Est-ce qu'il est présent dans l'espace public? Le président de la République est à la tâche, c'est-à-dire qu'il préside. Et son travail, c'est de suivre les dossiers. Son travail, ce n'est pas de faire ce qu'on appelle la gesticulation. De la gesticulation. Je suis désolé, parce que ce qu'on veut que le président de la République fasse... Il tweete beaucoup en ce moment. Ce qu'on veut que le président de la République fasse, c'est qu'il gesticule, qu'il se montre. Mais ceux qui ont ces exigences ont d'ailleurs prétendu en 2020 que le président de la République était décédé. Et j'ai même vu un président de parti politique qui avait saisi l'Assemblée nationale en demandant au président de l'Assemblée de saisir le Conseil constitutionnel pour constater la vacance. Bon, ils ont constaté que le président de la République n'était pas décédé, parce que je suppose que le marabout qu'ils avaient consulté les avait trompés. Ils ont constaté que le président de la République n'était pas décédé. Aujourd'hui, on exige que le président de la République se montre toutes les semaines. Non, ce n'est pas parce que vous voulez voir le président de la République que vous le verrez. Maintenant, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez solliciter une audience au palais, sollicitez-la. Vous rencontrerez éventuellement le président de la République ou un de ses collaborateurs s'il décide que vous soyez reçu par... S'il décide que vous soyez reçu par ses collaborateurs. Mais je dis, gouverner, ce n'est pas faire le tour du Cameroun tous les 24 heures. Ce n'est pas ça qui garantit l'efficacité de l'action gouvernementale. Nous sommes d'accord, il y a des insuffisances dans l'action d'un certain nombre de départements ministériels. Le président de la République lui-même l'a souvent reconnu. Mais est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est sincère justement lorsqu'il reconnaît ces insuffisances? Parce que écoutez, il y a des raisons de considérer. Les membres du gouvernement ne font pas assez, mais les maintenir au même poste pendant 6 ans, est-ce que c'est pas contradictoire? Il me semble que le président de la République est aussi au fait des contraintes qui obèrent l'action de ses membres du gouvernement. Donc quand il fait la balance, peut-être qu'il se dit qu'il vaut mieux les maintenir. Parce que l'action du gouvernement est aussi contrainte. Elle est contrainte par l'environnement international, elle est contrainte par la modicité des ressources, elle est contrainte par des besoins qui sont importants, elle est contrainte par le contexte sécuritaire. Donc il y a également des éléments. Il y a également des éléments qui rentrent. L'impression que ça donne, c'est que le chef de l'État est en accord parfait avec la façon dont les membres du gouvernement, avec les actions que les membres du gouvernement posent. Je rappelle également qu'on a eu un rapport de la Chambre des comptes sur la situation, la gestion des fonds Covid.
N'empêche, les mêmes membres du gouvernement ont été gardés. On connaît ces éléments-là, sauf qu'il me semble, par exemple, que sur les fonds Covid, les condamnations qui ont commencé à être prononcées ne concernent jusqu'à ce moment aucun membre du gouvernement. Il y a des responsables d'administration centrale qui ont été condamnés, mais aucun membre du gouvernement. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait que le président de la République se défasse d'individus qui, même s'ils sont... On a des surfacturations qui ont été décriées. Même s'il y a des soupçons, par rapport à la construction de ces responsables sont présumés innocents. Pour autant qu'ils refusent d'ailleurs ces responsables sont présumés innocents. Et à partir de là, ils peuvent continuer à vaquer à leurs occupations. Moi, je considère que le président de la République, il fait la part des choses et qu'il a considéré que même s'il y a des insuffisances, il peut continuer à travailler. Je suis certaine que si il peut continuer à travailler avec si un réaménagement serait opportun, je suis certaine que vous allez me dire qu'il n'est pas de votre ressort de répondre à cette question. Non. Si après 6 ans, 4 décès, des démissions, est-ce qu'il sera enfin temps de réaménager? Écoutez, Madame Léla, s'il s'agissait d'une structure dont je suis le patron, je serais à même de vous répondre. Mais là, le responsable, c'est le président de la République. Si vous avez la chance de le rencontrer, posez-lui la question. Vous voulez dire quelque chose, Damien Macon? Non, je crois que... Non, juste en 30 secondes. Oui. J'ai beaucoup de mal à intégrer l'idée que des clans empêcheraient le président de la République de faire son remaniement. Il vous souvient que le président de la République, au plus fort d'un certain nombre de crises, a fait 3 remaniements. Je parle de 2012. Il a fait 3 remaniements entre 2010 et 2012. Mais à cette époque-là, pendant cette époque-là, il a aussi, pendant cette période-là, il a aussi mis en prison Hubert Oulangena Wono, Ephraim Minouni, Abba, Gérard Rondondo et autres. Donc, c'est vous dire qu'à la réalité, le président de la République, du peu que je sache de lui, est quelqu'un qui n'aime pas se faire influencer par le monde extérieur. Moi, je crois que le président de la République ne modifie pas ou alors ne change pas son gouvernement parce qu'il n'a plus la maîtrise de la situation. Lorsqu'il avait la maîtrise de la situation, il le faisait facilement. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à croire que de simples camps peuvent empêcher le président de la République de changer de gouvernement. Vous voulez dire quelque chose, maître? Oui, simplement c'est possible que ces camps-là exercent cette pression, parce que finalement, si on rejoint ce que vous dites, c'est que le président n'ayant plus la maîtrise, c'est ces camps qui gèrent. Si ces camps la gèrent et n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des changements, donc quelque part, il y a une influence dans ce qu'il fait. Et bien, moi, je dis simplement que, on n'est pas sorti de l'auberge dans ces situations-là, et il faudrait vraiment qu'il y ait une véritable réforme, qu'il y ait de véritables changements, parce que c'est l'aspiration du peuple camerounais. Aujourd'hui, moi, je pense que toute personne, clairement, qui supporterait les actions de ce gouvernement ferait montre d'une sorte de myopie politique et sociale, parce qu'on ne peut pas vivre au Cameroun. Vous traitez le docteur de myope social, politique? Non. Il y a pas, je ne fais aucune attaque ad hominem. Simplement, je dis qu'il faudrait... Je remets les choses dans le cadre de ce que les attentes de la population. Parce que finalement, on a beau être... même si on a une situation sociale très aisée, peu importe, on est conscient d'une certaine chose, c'est que le Cameroun va mal, si le Cameroun prend du retard, c'est que notre système de gouvernance est à bout de souffle, qu'il faudrait redynamiser tout ça pour que les choses repartent. Il faut dire également que nous sommes à 3 mois de l'élection présidentielle. Est-ce que ce serait opportun de réaménager, de remanier maintenant? Ça, je laisse aux stratèges du parti au pouvoir le soin de choisir. Je vais simplement dire ceci pour sortir que je maintiens, je réitère que le chef de l'État, qui était très compétent par le passé, s'est laissé embrigader par des lobbies mafieux aujourd'hui, qui se sont émergés autour de lui et qui véritablement l'empêchent de faire son travail. Vous voyez, en 6 ans, on n'a pas pu faire de remaniement ministériel. Ce n'est pas 4 mois de l'élection, ce n'est pas 4 mois de la fin de son mandat qu'il va penser le faire. Mais moi, je pense que c'est faire dessein parce qu'il a laissé les autres piloter et lui, en fait, il leur dit, écoutez, faites tout pour que je ne sois pas inquiété dans ma posture. Docteur Patrick Ofoe, vous voulez dire quelque chose parce qu'on sort de l'émission là? Non, mais écoutez, je pense que il y a une conjoncture qui peut amener le chef de l'État à remanier, parce qu'on va quand même avoir, là on va avoir 3 autres ministres qui vont partir, parce que quoi qu'ait dit Madame la ministre Rose Dibon
à partir du moment où le ministre Bello Bouba démissionne, le ministre, je crois, Nana Boubacar démissionne, elle devra suivre Je vous promets que si elle n'est pas démise de ses fonctions, elle ne démissionne pas. Elle n'a pas démissionné. Je connais le personnage. Elle ne démissionnera pas. Elle a précisé qu'elle ne démissionnera pas. Elle est dans la logique, de Jean de Dieu Momo. Elle ne démissionnera pas. La dame a précisé n'avoir pas été consultée par son parti avant la candidature. Exactement. Il me semble que ça va être plus difficile dans ce cas-là de nommer encore des intérimaires. Donc il peut y avoir un petit réajustement à la marge pour pouvoir à ces postes-là, le temps que l'élection présidentielle tranche le débat et qu'on ait un gouvernement. Merci Damien Macon d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci également à vous, Maître Calvin Job, Maître Kakax, ce fut un plaisir de vous avoir. Merci également à vous, Dr Patrick Rifoué. Merci à la réalisation chapeautée par Adonis Yamen. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est diffusée ce soir lorsqu'il sera 21h30. Demain, lundi, lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche à tous.